Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Soyez le bienvenu à nos échanges patriotiques. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Monsieur Seth Kikouni. Il n'est plus à présenter. Je suis sûr que tout le Congolais le connaît très bien, mais je vais quand même le laisser se présenter. Je suis avec Monsieur Alain Chouka, notre papa de la maison, et je suis avec ma petite voisine que j'appelle la nationaliste Sandra Nkoulou. Et moi-même, Pamchas Grasse, Pamela Grasse, la défenseuse de faibles. Monsieur Seth Kikouni, ça, c'est la deuxième fois que nous vous recevons dans nos échanges patriotiques. Nous voulons d'abord que vous puissiez vous présenter pour ceux qui nous suivent pour la première fois, qu'ils puissent savoir qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Merci beaucoup, Madame Pamela. Bonsoir, Madame Sandra. Bonsoir, Monsieur Alain. Bonsoir, Monsieur Euh, Seth Kikouni. oui, bon, Seth Kikouni est entrepreneur. C'est mon identité principale. Je suis chef d'entreprise du groupe KMC qui se décline comme Kinshasa Multisectorial Investment. C'est une entreprise qui évolue dans le secteur textile, dans le secteur de la construction et dans le secteur agropastoral. Donc, nous avons une ferme agropastorale qui produit et qui vend des poussins et puis des lapins, donc des poules en général. Avec une capacité de production, bon, j'ai fait un peu la publicité, c'est important, hein, Bien sûr. avec une capacité de production de à peu près 12 000 poussins par mois, soit 3 000 par semaine. Et Wow. notre objectif à la fin de 2023 est d'augmenter cette production à 50 000 poussins par mois, soit 12 500 par semaine. En dehors de ça, je suis aussi acteur politique depuis 2018. J'ai été candidat à la présidence de la RDC et je continue à travailler dans la scène politique avec comme objectif de prendre le pouvoir et de l'exercer pour conduire le pays vers le changement. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Seth Kikouni. Nous sommes là, nous allons aussi vous aider à faire la publicité de vos business. Vraiment, nous allons le faire avec plaisir. Je suis sûre que Sandra et Papa Alain sont d'accord avec moi. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, nous vous recevons en qualité d'un politicien et notre thème de ce soir, c'est les défis de la cohésion nationale face à l'agression rwandaise. Je vais laisser à Sandra de commencer avec sa première question. Monsieur Kikouni, j'aime bien vos deux casquettes, hein. Vous avez une casquette de politique, mais vous avez aussi une casquette de businessman, ce qui implique que vous êtes beaucoup plus à l'aise, ou disons, assez à l'aise avec les questions qui touchent aux finances, à l'économie, à l'argent. Je pense que vous avez suivi, peut-être mieux que nous d'ailleurs, ce qui se dit sur le budget, hein. Le budget a été voté il n'y a pas longtemps et il y a une nette amélioration. C'est vrai que ce n'est qu'un budget, mais quand vous mettez votre casquette d'un nombre de chiffres, comment vous expliquez cette augmentation? C'est vrai qu'on va revenir sur la question, sur des questions beaucoup plus politiques, mais là j'aimerais qu'on parle un peu politique argent. Comment vous expliquez-vous cette augmentation du budget, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que le Congolais lambda, le petit Congolais, peut espérer de voir certaines retombées justement de cette augmentation? Euh, bon, je note rapidement les questions. Hein. Ok. Au passage, je ne sais pas Bon, pourquoi le déjà, son est en train de... oui, il y a beaucoup d'échos. Je ne sais pas ça vient d'où. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une télévision allumée à côté? Non, non. Moi, je n'ai pas de télé allumée. Je suis en train de... Oui, ok. Ok, bon. Oui, merci beaucoup, Madame Sandra, pour votre question. Hein. Vous savez, quand on parle d'économie, on parle des chiffres d'abord. Alors, il faut faire très attention avec les chiffres. Ce n'est pas parce qu'on nous parle de 14 milliards ou d'une augmentation que cela reflète vraiment la réalité des choses. L'augmentation, c'est vrai, c'est que le gouvernement a annoncé et de façon un peu expéditive.
Et malheureusement, dans notre pays, on se limite à la lecture de ces chiffres-là. Personne n'entre dans les détails de ce qui se passe vraiment parce que nous ne sommes pas solides en matière économique. Nous avons toujours tendance à discuter tout ce qui est politique, mais on ne fait pas de calculs, on ne questionne pas. Il y a des éléments, il y a des indices quantitatifs qui prouvent réellement qu'il y a eu augmentation. Pourquoi est-ce que l'État collecte les impôts et taxes? Parce que quand on parle de 14 milliards, on ne parle pas de l'argent qui vient de la poche du président de la République, non. On parle de l'argent qui est collecté par l'État sous forme d'impôts et taxes, parfois aussi sous forme d'aide extérieure. Et cet argent-là n'a qu'un seul objectif: payer les fonctionnaires de l'État, payer les politiques et aider au développement du pays. Donc les investissements. La priorité des priorités, normalement, sont les investissements. Les investissements qui peuvent permettre à l'économie d'aller de l'avant. Mais si je vous pose la question de savoir, je ne pense pas que vous serez en mesure de me répondre. Depuis 2019, est-ce que vous avez vu, vous, un très grand projet qui reflète ou encore qui correspond au montant collecté par les gouvernements? Non, il n'y a pas de grand projet. Pourtant, lorsqu'on dit qu'on a récolté 10 milliards, on a récolté 14 milliards, il devrait avoir une contrepartie. On devrait parler en termes de chiffres, voire dire que voilà, nous avons collecté autant, mais nous avons aussi fait autant de kilomètres de route. Il n'y a pas un grand projet qui démontre réellement que nous avons cet argent-là. Tous les projets que nous voyons à Kinshasa et dans les autres provinces sont des aides extérieures. Nous voyons des grands bâtiments construits, surtout ici à Kinshasa, là où on écrit déjà que c'est un don des Chinois, un don des Turcs, un don des Coréens et tout. Donc, le gouvernement, avec l'argent supposé collecté, n'a réalisé aucun projet. Deuxième chose, par rapport au Congolais lambda, je sais que vous aurez d'autres questions par rapport à ça. Par rapport au Congolais lambda, il ne faut pas non plus se tromper sur les chiffres. Parce que c'est vrai que le gouvernement fait une très forte propagande. Disant qu'ils ont augmenté les salaires des militaires, les salaires des fonctionnaires, les salaires, je ne sais pas moi, des enseignants et tout. C'est vrai que sur le plan du discours, ça réjouit certains. Mais ça ne peut réjouir que les gens qui ne comprennent rien de l'économie. Parce que je vous donne un exemple simple. Si hier, avec 100 000 francs congolais, j'étais en mesure d'acheter 1400 pains, parce que le pain, un pain coûtait, je ne sais pas moi, 100 francs ou 90 francs, et qu'aujourd'hui, vous me payez 300 000 francs congolais, et qu'avec 300 000 francs congolais, je n'arrive à acheter que 700 pains, ma condition matérielle sur le plan économique n'a pas du tout progressé, j'ai régressé, j'ai perdu au fait. Parce qu'en d'autres termes, imaginez que le pain était un bien qu'on pouvait conserver, un peu comme de l'huile. Imaginez qu'avec mes 100 000 francs, j'achetais de l'huile pour les revendre après quelques années. Ne voyez-vous pas que si avec 100 000 francs congolais, j'achetais 1400 francs, 1400 boîtes d'huile, et qu'aujourd'hui, avec 300 000 francs congolais, je n'achète que 700 boîtes d'huile. Ne voyez-vous pas que si j'avais 1400 boîtes d'huile, je serais 2 fois plus riche que je ne l'étais hier? Alors, il faut faire très attention avec les chiffres, parce que les chiffres sont très trompeurs. Et malheureusement, le gouvernement, surtout ce gouvernement, a l'habitude de parler en termes de chiffres et les gens ne questionnent vraiment pas la réalité. Les chiffres ont augmenté, c'est vrai, mais le pouvoir d'achat a régressé, il a diminué. Je peux vous donner un exemple beaucoup plus concret même pour que vous puissiez comprendre. J'ai ici avec moi la liste des barèmes salariales de la fonction publique. Bon, je ne sais pas faire sortir la liste parce que j'utilise le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit que voilà, le huissier
gagne aujourd'hui 250 000 francs congolais. Et le secrétaire général, qui est le poste le plus élevé de l'administration publique, parce que le ministre est un politique, lui, il gagne 380 000 francs congolais. Ok, c'est une augmentation par rapport au passé. Maintenant, faisons un calcul simple. Combien coûte le pain aujourd'hui à Kinshasa? Le pain qu'une personne peut manger. Je ne sais pas si monsieur allé à Kinshasa. Malheureusement, je ne suis pas à Kinshasa. Ok. Le pain qui peut rassasier un gaillard comme cette Kikouni, je ne suis pas gros, je pèse 85 kilos, je suis sportif et tout. Ce pain-là coûte 500 francs, ok? Le sucre, libanga là, le plus petit là, que tu peux mélanger avec le thé, ça te coûte 200 francs. Quand tu ajoutes le thé Lipton qui te coûte 100 francs, bon, peut-être tu auras besoin un peu de moine dans ton pain, tu ajoutes encore 200 francs, ça te fait 1000 francs. Ok? 1000 francs congolais, ça c'est, nous parlons du secrétaire général, qui est le grade le plus élevé dans l'administration. Prenez 1000 francs congolais. Supposez que cette personne-là ne se nourrit que du pain du 1er au 30. Vous avez 1000 francs congolais. Imaginez qu'il a une femme et 3 enfants. Donc ça fait 5 membres de sa famille. Cela veut dire le matin, pour que ces gens puissent manger, ils ont besoin de 5000 francs congolais. Prenez ces 5000 francs congolais-là, multipliez ça par 3. Ça veut dire qu'ils mangent le matin, ils mangent à midi et puis ils doivent manger le soir. Ils ne se nourrissent que du pain, pas d'autre chose. Ça fait 15 000 francs congolais la journée, n'est-ce pas? Prenez ces 15 000 francs congolais-là multipliés par 30. Ça vous fait 450 000 francs congolais. La personne gagne 380 000 francs congolais, mais s'il ne se nourrit que du pain, du sucre, du thé rouge Lipton, avec un peu de margarine ou de la moine, comme on dit, la pâte d'arachide, il va dépenser 450 000 francs congolais. Alors, à quoi ça sert une propagande qui dit que voilà, on a augmenté les salaires? Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu augmentation. C'est pourquoi je dis les chiffres sont trompeurs. Lorsque vous entrez dans les détails, vous comprenez que il y a quelqu'un qui est en train de mentir. Et c'est qui cette Pour la personne? monnaie, mais c'est le gouvernement. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'augmentation, en fait, l'augmentation n'est pas une vraie augmentation parce qu'il n'y a pas d'argent alloué aux investissements. Tout l'argent qui entre, plus de 70% de l'argent qui entre dans les caisses de l'État sont dépensés par les politiques et les fonctionnaires de l'État. La plus grande part part chez les politiciens. Vous savez, un député déjà gagne 21 000 $. Je ne parle pas des autres. Alors, ce qui se passe est qu'avec l'IGF, on est seulement en train de réduire le taux de corruption pour faire ressortir l'argent réel qui circule dans le pays. Et on prend cet argent-là pour augmenter les salaires des députés, des politiques, de la présidence, des ministres, voilà. Donc, ça ne profite pas à la population. Mais est-ce que cela est dû à quoi, selon vous? L'absence d'une politique salariale adéquate ou l'absence de volonté politique? Bon, c'est la volonté politique parce que c'est le Parlement qui vote le budget. Et le Parlement est composé de députés qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Le Parlement est manipulé par les politiques, donc l'exécutif, le président de la République, qui ne pense qu'à ses dépenses. Dans un tel contexte, on ne peut pas s'attendre à ce que la situation du fonctionnaire ou encore du militaire soit améliorée. Pourquoi? Parce que dans un pays normal, c'est le militaire et l'enseignant qui doivent avoir un salaire consistant. Parce que pour que l'économie se développe, il faut qu'il y ait consommation. Un militaire, un enseignant peut venir acheter chez cette Kikouni. Parce que je vends des poules. Vous comprenez? Il peut consommer ça. Mais à condition qu'il ait un bon salaire. Et s'il vient consommer des poules chez moi, la consommation crée la production. Je vous ai dit que je produis pour l'instant 3000 par semaine. Si les gens commencent à consommer plus de 3000, je ne serai pas obligé d'augmenter la production. Si j'augmente la production, ma contribution aussi auprès de l'État en termes d'impôts et taxes va aussi augmenter. Ce qui fera que l'économie sera boostée. Mais le politique qui reçoit 21 000 $, le ministre et le président, ils ne consomment pas localement. La plupart consomment en Occident. Cet argent ne reste pas ici. La plupart consomment chez les expatriés qui ne gardent pas leur argent en République démocratique du Congo.
Voilà un peu le problème. Donc, il y a mauvaise volonté de la part du politique qui ne veut pas redistribuer convenablement l'argent collecté par l'État. Mais je sais que je me souviens, c'était, je crois, le 24 janvier 2019, lors de la prestation de serment de l'actuel président de la République, je vous ai vu au Palais de la Nation avec vos autres, les autres challengers, ceux qui étaient candidats président de la République, notamment Madame Lifoku, Monsieur Noël Tchani, vous étiez ensemble. Vous étiez venus assister à l'investiture du nouveau président, c'est lui qui était le nouveau président, Fachi Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, 4 ans après, lorsqu'on regarde vos tweets, vos réactions, vos sorties médiatiques, vous nous donnez l'impression de quelqu'un qui ne croit plus en ces régimes. Quand est-ce que cela a basculé entre le soutien et la non-croyance au régime actuel? Bon, je crois que ce n'est pas correct de parler de soutien. Parce que pendant la période électorale, beaucoup de choses s'est passé dans les coulisses. Déjà, en tant que candidat, nous avons été sollicités pour le désistement. Vous savez comment ça se passe. Nous avons été sollicités par la MOUCA. J'ai été personnellement sollicité par la MOUCA. Ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez nous dire, ça se passe comment? On vous donne un peu d'argent pour... disons, non, on ne donne pas l'argent. Non, dans le cas... Caution. Non. Il n'y avait pas de remise des cautions. Martin Fayulu est venu, il nous a expliqué sa vision. Il a dit, pour battre Kabila, on a besoin d'être ensemble. Il a besoin que nous puissions désister pour réunir nos forces et renverser Kabila. C'était ça, c'est simplement un discours. Le cas aussi, M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe avaient fait le déplacement pour nous demander de faire la même chose. Vous comprenez? Alors après les élections, ce qui s'est passé est que lorsque M. Félix Tshisekedi a été proclamé président de la République, il était logé à Béatrice Hôtel. J'ai reçu un appel pour que les candidats présidents puissent aller le voir. Il était un peu isolé, il était seul. Alors j'ai constitué une délégation de 14 personnes, 14 candidats présidents. En fait de moi, chef de la délégation, j'étais le plus jeune, mais j'étais le seul qui n'avait de problème avec personne. Parce que j'étais aussi nouveau dans la scène. Vous comprenez? Alors on arrive à Béatrice Hôtel, on parle avec lui. Bon, l'alternance a déjà été constatée, malgré tout ce qui s'était passé. Il fallait vraiment tourner la page, d'une certaine manière. Alors nous avons reçu, 2 jours après, l'invitation de participer à la prestation des serments. C'était une invitation. Et nous 4, nous avons répondu à cette invitation-là. Ce n'était pas qu'il y avait une forme de soutien quelconque, non. On a simplement répondu à l'invitation. Et puis, nous avons encore été invités au Palais de la Nation. Et j'ai même été invité, malgré toutes mes critiques, il y a à peine 1 année et demie, j'ai été invité encore au Palais de la Nation lors des consultations. Lors de consultations nationales. J'étais parti, malgré toutes mes critiques. Donc voilà, quand on est invité d'une certaine manière, on écoute l'autre. On répond à l'invitation. Parce qu'à la fin, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Et nous avons discuté sur toutes ces choses-là. Donc rien n'a basculé, on observait la personne, on a constaté que dès sa prise de pouvoir, les choses n'étaient pas faites comme il le fallait. Et du coup, on devait prendre une position. Moi, j'ai pris ma position et je l'assume jusqu'aujourd'hui. Vous êtes pris à partie voilà. Le plus souvent par ce qu'on appelle communément les talibans, c'est-à-dire les supporters du régime. Lorsque vous regardez les réactions actuelles, vous essayez de comparer, parce que nous savons que vous avez été aussi opposant à Joseph Kabila, c'est-à-dire vous n'appréciez pas sa façon de gérer le pays. Lorsque vous comparez cette période-là et cette période d'aujourd'hui, vous pensez que nous avons avancé sur le plan de la démocratie, la liberté d'expression, ou l'intolérance bat son plein? Bon, l'intolérance bat son plein, ce n'est pas un secret. Je ne veux pas parler de la démocratie parce que notre démocratie sera mise en épreuve avec l'organisation des élections. On doit d'abord voir comment est-ce que ces élections seront organisées. Mais l'intolérance
les insultes, l'impolitesse, le manque de respect, je ne sais pas comment vous allez qualifier toutes ces choses, bat vraiment son plein, malheureusement. La scène politique est devenue une scène où on insulte facilement des gens en manque de respect à n'importe qui, n'importe comment. Et il y a une chose que moi je ne comprends pas, que je ne comprendrai peut-être jamais. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'une personne normale qui est chômeur, il est chômeur, chez lui, il n'a pas d'eau potable, il n'a pas d'électricité, mais il s'est réjoui parce que le président de la République a inauguré, je ne sais pas moi, une usine de transformation d'eau potable à Lemba. Mais lui-même, il n'a pas l'eau potable. Vous comprenez un peu? Enfin, pour moi, c'est pas logique parce que, en tant que citoyen, quand on paye des impôts et taxes, on doit être un peu égoïste, au fait, en termes de service. On veut tous le même service. Exigeant. Le courant. Exigeant. On doit être exigeant, justement. On doit être exigeant. Mais c'est ce qui se passe. Tu parles de quelque chose, quelqu'un vient t'insulter, mais quand tu regardes sa propre condition à lui, en réalité, il est en train de s'auto-insulter. C'est pas toi qui l'insultes. Il devrait normalement pleurer sur son propre sort. Le but de la politique, ce n'est pas de créer des fanatiques. Le but de la politique, c'est obliger les dirigeants à nous rendre service comme il faut. Et c'est ce qui compte, au fait. C'est ce qui compte. Parce qu'au final, malheureusement, cette Kikuni peut organiser une marche ou encore des manifestations pour qu'il y ait l'électricité permanente, je ne sais pas moi, dans la ville de Kinshasa. Mais tous ces partisans-là, tous ces fanatiques-là doivent comprendre que cette Kikuni a aussi le moyen de s'acheter le courant à Gombe. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire qu'on manifeste pour tout le monde. Je ne manifeste pas seulement pour moi. Je veux seulement que les avantages que moi j'ai, je ne suis pas politique, ces avantages-là, c'est une forme de récompense du business que je suis en train de faire. C'est une contrepartie. Mais je voudrais que tout Congolais, qu'il soit chômeur ou non, puisse bénéficier des mêmes avantages. C'est ça le problème. Mais même quand tu soulèves un tel sujet, tu es insulté. Et parfois, ça décourage, malheureusement. Cette Kikuni, aujourd'hui, excusez-moi que mes consommes m'excusent parce qu'on ne vous a pas tous les jours. On aimerait bien savoir la motivation qui vous a conduit. Vous le dites, vous n'êtes pas politique. Vous êtes plutôt un homme d'affaires. Vous avez quand même aussi, vous êtes aussi dans l'habillement, à part être dans l'agro-industriel. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit de postuler à la présidentielle alors que vos 100 000 $, vous pouviez faire avec ça autre chose, vous pouviez investir cela? Quelle est vraiment la motivation profonde? Est-ce que c'était pour vous faire connaître? C'était quoi, en fait? Mais pour se faire connaître au pays, on s'est fait chanter. Avec 100 000 $, j'allais avoir Kofi, Fali, Ferré, Héritier, et puis voilà. Même Lokwakanza peut-être. Même s'ils ne chantent pas les gens. On va aussi Daljou citer les noms des gens aujourd'hui. Moi, j'ai étudié les sciences politiques et les relations internationales. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. J'ai fait la licence, la maîtrise et une partie du doctorat en sciences politiques et relations internationales. J'ai enseigné les sciences politiques et relations internationales dans 3 universités dans 3 langues différentes. J'avais décidé de faire les relations internationales parce que les sciences politiques et relations internationales parce que j'ambitionnais être politicien dans mon pays un jour. J'ai réalisé une interview quand j'avais commencé mon doctorat en 2011. Vous pouvez fouiller sur Google, vous allez voir. C'était en 2011 quand je commence mon doctorat. Les journalistes turcs m'ont approché pour me poser la question de savoir ce que je compte faire après l'université parce que j'étais un étudiant brillant. J'avais fini avec des bons résultats en maîtrise. Je leur ai dit qu'en 2016, je serais candidat président. J'avais 0 franc dans ma poche. C'était une ambition. En fait, j'exprimais le rêve que j'avais avant d'intégrer même la faculté de sciences politiques. On arrive en 2016. Heureusement ou malheureusement, Kabila n'organise pas les élections. Ça me donne encore la possibilité de m'organiser mieux financièrement pour être candidat en 2018. Donc, c'était une façon pour moi d'entrer par la grande porte. Et je suis fier de ça parce que tous les candidats présidents qui étaient avec moi, ils m'ont clairement dit que j'ai fait en une année ce qu'eux, ils ont fait en 18 ans, 20 ans. Donc, je crois que c'était quelque chose de très positif. Et bien sûr, ça m'a permis de faire entendre ma voix et la voix de plusieurs autres Congolais qui sont issus de familles normales.
Parce qu'il faut comprendre que notre scène politique aussi, c'est un circuit fermé. Cela veut dire que ça passe vraiment de père en fils. Malheureusement, Tshisekedi, c'est le fils de Tian Tshisekedi. Kamitatu, c'est le fils de Kamitatu. Kibasa, c'est le fils de Kibasa. Il y a des gens qui bénéficient déjà d'un nom et de moyens financiers comme héritage et qui ont un avantage sur vous. Et moi, mon père n'était pas politicien, il était fonctionnaire de l'État. Alors, je me ferai un chemin au milieu de tout ça et j'accède jusqu'à la candidature à la présidence de la République à la magistrature suprême. Beaucoup de gens ont été inspirés par ça. Je suis fier d'avoir fait cela et je compte bien sûr en 2023 refaire la même chose jusqu'à ce que l'on puisse gagner. Avec quelle vision? Parce que les gens peuvent dire que c'était une candidature pour rire, parce que vous saviez que vous n'alliez pas gagner. Certains peuvent dire cela. Avec quelle vision? Poser la candidature, c'est bien, mais avec quelle vision? Économique, politique? J'avais le meilleur projet de 2018 que vous n'avez peut-être pas lu. La plupart des choses que j'avais prédit dans ces projets-là, c'est ce qui s'est réalisé depuis l'accession de Félix Tshisekedi. J'étais le seul candidat à avoir parlé d'un programme de 100 jours. Dans leur projet, il n'y avait pas de 100 jours. J'étais le seul à avoir dit ce que je ferais dans les 100 premiers jours dans presque tous les secteurs. J'étais le seul candidat qui avait promis de déplacer notre état-major vers l'Est de la République démocratique du Congo et de commencer ma campagne dans la ville de Beni. C'est Martin Fayulu qui a commencé la campagne dans la ville de Beni. Mais dans son programme original, il n'y avait pas cela. J'étais le seul candidat sur le plan économique à dire que la première année de mon mandat, nous allons réaliser un budget de 12 milliards de dollars. Tous les autres chiffres donnés par tous les autres candidats étaient des chiffres imaginaires. Ils ont parlé de 100 milliards, 300 milliards. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'année passée, Sama Lukonde a parlé de 12 milliards de dollars, non? Parce qu'on avait fait des calculs, on avait vu ce que notre économie peut produire en une année si on essaye seulement de verrouiller, de lutter un peu contre la corruption. J'étais le seul à dire ça. Donc, il y avait plusieurs éléments dans notre projet de société qui ont été utilisés par d'autres candidats, qui étaient plus connus que nous, je l'admets, parce que, bon, Seth Kikoun, j'étais vraiment un inconnu, mais c'était un programme précis. Et ce programme-là existe jusqu'aujourd'hui, que nous avons d'ailleurs enrichi pour mieux le présenter en 2023. Voilà. Merci. Monsieur Kikouni, on a un sérieux problème avec le son. Hein. Je ne sais pas ce que c'est possible de revoir. Je ne sais pas, vous avez une tablette à côté, une télévision. Il y a un problème d'écho. Bon, je vais essayer d'éteindre la télévision. Je ne sais pas si ça vient de là, mais bon. Merci. En attendant, je salue ceux qui se déroulent qui nous suivent de Lusaka. Merci beaucoup. Louis Sonaoumba, merci de nous suivre. Monsieur Eric, pour tous qui commentent. Hein. Jean-Pierre Paye, ici de Kinshasa. Merci et j'ai peut-être invité. Tout le monde a besoin de yo. Makambo yo lobby a IDPS wana ya CG Kapuya. Tous ceux qui nous suivent, en tout cas, merci beaucoup. En attendant que M. Tetsikoun essaye d'arranger le problème avec le temps, parce que bon, beaucoup de gens se plaignent par rapport à ça. Ce sont là les aléas, hein, les aléas du direct. Ça arrive. Il y a aussi quelques bons commentaires. Nous allons lire. Il y a le commentaire d'Eddie Kabey Short. Je te salue, mon frère. Il dit, mais dans les institutions, les revenus sont estimés en dollars. Cela démontre en suffisance que les institutions travaillent uniquement pour leur bien-être. Tu as bien fait d'ailleurs de lire cette question parce que c'était en fait ma prochaine question à me poser. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait plutôt dédollariser le pays ici, je peux le dire comme ça, un peu comme ce qui se passe au Nigeria. Il y a toujours un problème d'écho, il y en a toujours. Il y a un écho là, je ne comprends pas. En tout cas, moi j'ai tout éteint. J'ai éteint la tablette, j'ai éteint la télévision, donc c'est sûr que ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas chez vous. C'est moi? Attendez. Je viens de mute Monsieur Seth Kikoun, il y a encore de l'écho. Donc ce n'est pas lui. Donc, moi, oui, j'ai les écouteurs, mais je vais mute pour savoir si ça. C'est vous, c'est Papa Alain. Ce sont vos écouteurs. Papa Alain, c'est vous, vous pouvez rallumer votre télé. Hein. Monsieur, excusez, c'est Papa Alain. Oui, ça va mieux, mais on vous attend un peu de loin. Veuillez augmenter. Ok,
J'ai enlevé mes écouteurs. Alors. Oui, c'était vous. C'était vous. Monsieur Kikoun, il peut rallumer sa télévision. Je dis bonsoir à Sylvie Chassi. Monsieur Seth, vous pouvez rallumer votre télévision. Veuillez nous excuser. C'était Papa Alain. Voilà, toutes nos excuses. En tout cas, et à ceux qui nous suivent aussi, on présente nos excuses. Donc, je disais, est-ce qu'on doit s'inspirer du Nigeria, par exemple, où tout se passe en Naira? Et est-ce que la solution serait, enfin, une partie de la solution, est-ce qu'elle serait de dédollariser notre économie, parce que quelque part, ça n'a pas beaucoup de sens quand le budget, il est estimé, il est calculé, il est voté en dollars, mais d'autre part, la grille salariale, ça se passe en francs congolais. Est-ce que ça a un impact, et puis est-ce que la solution serait de dédollariser finalement le pays? Non, déjà, le budget national n'est pas voté en dollars. OK. Parce que la loi ne le permet pas, la loi l'interdit. Mais la vérité est que presque tout chez nous se passe en devise. Et c'est une très mauvaise chose parce que la monnaie, c'est l'un des symboles de la souveraineté d'un pays. Lorsque vous ne contrôlez pas la monnaie, lorsque votre économie dépend d'une monnaie étrangère, en réalité, vous n'êtes pas indépendant. Vous n'avez pas le contrôle de votre économie. La dédollarisation, c'est une obligation. D'ailleurs, c'est constitutionnel. Nous sommes supposés travailler avec la monnaie locale, comme dans tous les pays du monde, pas seulement au Nigeria, même en Afrique du Sud. Vous ne vendez pas en dollars, vous vendez en rand. Et si vous voulez sortir, acheter les dollars, il y a tellement de procédures que c'est presque l'enfer, au fait, pour avoir acheté 10 000, 20 000, 30 000 dollars. En République démocratique du Congo, malheureusement, l'argent qui circule, c'est le dollar. Et la dédollarisation, c'est une obligation. Parce que nous avons un PIB. Bon, ça, c'est d'après notre Premier ministre. Cette année, il a parlé d'un PIB de 74 milliards de dollars. Donc, ça veut dire l'argent qui circule en République démocratique du Congo, ou encore qui a circulé en République démocratique du Congo l'année passée. 74 000 dollars qui circulent. On a un budget de 14 milliards de dollars. Donc, l'État a su récolter 14 milliards de dollars. Mais le reste de l'argent, ça se redistribue comment? Parce que là, nous parlons des opérateurs économiques, nous parlons des gens qui perçoivent leur salaire et tout et tout. Une grande partie de cet argent va directement chez les expatriés qui détiennent les plus grandes entreprises en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa. Vous prenez le cas d'une entreprise comme Congo Futur ou encore, je ne sais pas moi, il y a plusieurs entreprises qui, s'ils ont une part dans l'économie de 1 milliard de dollars, sachez que dans ces 1 milliard de dollars, peut-être 100 millions seront réinvestis en République démocratique du Congo, 900 millions vont aller au Liban ou dans d'autres pays. Alors, ce sont des foutes de capitaux, des monnaies qui ne profitent pas à notre économie. Donc, il se peut que sur les 50 milliards, il se peut qu'il n'y ait que peut-être 5 milliards ou 3 milliards qui restent en République démocratique du Congo. Or, si vous avez une monnaie en République démocratique du Congo, non seulement la Banque centrale sera en mesure de contrôler toutes ces transactions-là, mais aussi faire sortir l'argent deviendra beaucoup plus compliqué parce que tu as besoin d'acheter des dollars. Et chaque fois que tu achètes le dollar, tu enrichis le système bancaire, tu enrichis aussi d'une certaine manière la République parce qu'il y aura toujours des contreparties, des petits taux d'intérêt qu'il faudra payer à gauche, à droite pour avoir ces dollars. Donc la dédollarisation est une obligation, c'est l'une des priorités qu'on doit malheureusement mettre en pratique et ce n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui. Toujours sur cette question de dédollarisation, pourquoi est-ce que, pour vous qui comprenez mieux les chiffres que nous autres, comment on explique, enfin, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette dollarisation justement, et c'est depuis des longues décennies? Qu'est-ce qui est à la base de cette situation de dollarisation pendant que dans d'autres pays africains, ce n'est pas le cas? Bon, c'est la crise des années 90, hein. Je crois que quand on a connu la plus grande inflation à l'époque de Mobutu avec les Mokomboso, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je pense qu'il a reçu un appel et ça... Oui, ça perturbait, oui. Il va sûrement... Mobutu avait imprimé des billets. Oui, il y a un problème de connexion apparemment. Je crois que ça date des années 90. Et depuis cette voilà, époque-là, on n'a pas su
réguler notre économie comme il faut. Vous êtes là, vous me suivez? Oui, oui, on est là, on est là. Oui. Ça va? Oui. Ok, voilà. Je crois qu'on n'a pas su justement réguler notre économie. On avait rattrapé un peu cette chance-là à l'époque de Laurent Désiré Kabila quand il avait créé le Front congolais. Mais après, bon, on n'a toujours pas contrôlé ce système. L'autre raison, c'est le fait que nous ne disposons d'aucune banque commerciale qui appartienne aux Congolais. Les banques sont étrangères. Et ces banques-là, puisqu'ils ont leur headquarters, donc ils ont leur siège dans des pays étrangers, ils ont besoin de devises. Ils ont besoin de devises pour rapatrier chez eux aussi. Alors, d'une certaine manière, ce sont aussi eux qui injectent ces monnaies-là et ils savent collecter ces monnaies-là pour les transférer chez eux. Donc, c'est la faute de la Banque centrale, c'est la faute de notre ministre de l'économie. Il devrait développer des mesures de protection du fonds congolais et du contrôle de la circulation de la monnaie. C'est important. C'est un manque de volonté. Ils peuvent le faire. Parce qu'après le procès Caméré, on a interdit à tout Congolais. Je me rappelle, avant le procès Caméré, on pouvait aller à la banque et retirer 50 000, 100 000 dollars le même jour. Depuis le procès Caméré, on ne sait plus retirer en une seule journée plus de 9 900 dollars. Personne ne sait le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de cela. Et toutes les banques commerciales se sont soumises à cette nouvelle décision. Donc, si l'État veut, si les politiques le veulent, si la Banque centrale décide de dédollariser notre économie, je pense que ça sera une question de mois. Voilà, si monsieur c'est possible. Il y a une question pour ceux qui nous suivent. Il y a une question de Madame Sylvie Chassing. Elle dit ceci: bientôt l'Europe et l'Allemagne vont passer à la monnaie digitale. La fin du cash aura quel impact aux économies africaines, particulièrement en RDC? Question pour monsieur Seth. Bon, il y a deux scénarios. Parce que vous savez, nous profitons tous du système capitaliste. Et le côté positif avec le côté capitaliste, c'est le fait qu'il sait toujours se réinventer. Chaque fois qu'on a prédit le crash ou encore la fin du capitalisme, il a toujours trouvé un moyen de se réinventer. Alors, le premier scénario est le suivant. Nous allons connaître une crise. Nous allons nous rattraper, mais ça va nous coûter cher. Mais nous serons obligés de passer à cette monnaie-là. Le deuxième scénario, c'est voir ce qui arrive de loin et commencer déjà à investir dans les infrastructures qui nous permettra de bien utiliser cette monnaie digitale. Je crois qu'on le fait déjà parce qu'aujourd'hui même, Orange et toutes les banques commerciales que nous avons ici, ils nous donnent désormais des cartes que vous utilisez sans faire passer par le POS, les touch là, comment on appelle ça, bon, le nom en français, ça m'échappe un peu. Donc, ça veut dire que tu fais ton achat et puis on approche la machine, Contactless. Voilà. Contactless, oui. Toujours pas français. Hein. Donc, voilà. Déjà en République démocratique du Congo, on commence à distribuer ces cartes-là. C'est vrai qu'il y a une limite par rapport aux achats. Donc, ça veut dire que si l'achat ne dépasse pas 100 dollars ou 200 dollars, tu peux utiliser la carte. Ça dépense 200 dollars. Là, tu es obligé de passer par la procédure normale. Donc, si on est prudent, on doit investir dans les infrastructures qui nous permettra justement de ne pas connaître de crise et de basculer de façon de la meilleure manière à cette monnaie électronique. Mais nous n'allons pas échapper à cette nouvelle dynamique. Nous n'allons pas échapper à cela. Voilà, il y a une autre question avant que nous passions au sujet du jour de Madame Louise Tona Umba. Elle dit ceci: j'ai une question pour Monsieur Seth Kikuni. Pourquoi il ne prévoit pas de s'allier avec un grand parti politique pour gagner 2023, en 2023? Je crois que c'est encore très tôt de parler de coalition ou encore d'alliance. Moi, je suis un homme de conviction, hein, croyez-moi. Je suis têtu, je suis quelqu'un de conviction. Pour s'allier à quelqu'un, il faut que vous puissiez partager aussi les mêmes principes, la même idéologie à la limite. On a plusieurs partis qui se réclament de gauche, et moi, si je ne partage pas les idéologies de gauche, je n'irai pas m'associer avec un parti de gauche qui pense que pour développer le pays, il faut parler du peuple à tout moment. Moi, c'est pas cela ma conviction. Moi, je crois à la liberté individuelle, je crois à l'initiative privée, je crois aux entreprises, je crois à l'individu, et je pense que la société est composée des individus. Voilà un peu, mais je crois au matérialisme dans le sens
littérale. Donc, cela veut dire que je pense que la condition matérielle d'une personne détermine sa façon de réfléchir. J'ai de telles idées. Alors, je ne peux pas m'associer à quelqu'un qui surfe dans les vagues, qui parle du peuple à tout moment, qui ne parle pas de l'individu, qui pense que voilà, nous sommes que des moutons et tout et tout. Ça, moi, je ne peux pas le faire. Donc, pour former des alliances, pour s'allier, il faudra quand même que nous puissions aussi trouver a common ground qui va nous permettre d'évoluer ensemble. Sinon, je ne m'associe pas, je ne m'allie pas. Je ne cherche pas un travail où on va me payer. Je gagne déjà, sans m'inventer, je gagne déjà bien ma vie. Donc, du coup, je ne cherche pas un travail. Je veux travailler pour le pays. Il faut que ça puisse rester cadré avec les principes qui m'ont conduit dans la scène politique. Peut-être Kikouni, Maman Pamela, permettez juste, avant, on va entrer vraiment pour parler de l'agression rwandaise. Selon vous, M. Seth Kikouni, le problème du Congo est-il fondamentalement politique ou foncièrement économique? Qu'est-ce qui prévaut? Économique d'abord. L'économie, c'est l'infrastructure, c'est la base. L'économie, la politique, c'est ce qu'on appelle la superstructure. Donc, pensez à la fondation d'une maison. Il y a d'abord l'économie. Après l'économie, vous construisez la toiture. La politique, le droit, la culture, même les bonnes mœurs, ça dépend de cette fondation-là. Une société riche et une société pauvre ne réfléchissent pas de la même manière. Un enfant qui n'est pas nourri avec les protéines nécessaires et qui grandit ne réfléchira pas comme un enfant qui a été nourri avec les protéines nécessaires. Donc, ça veut dire que la matière détermine ce que nous pensons. Ça précède au fait. Et l'économie, c'est vraiment la matière. Sans économie, on ne peut pas parler d'un État. On ne contrôle rien parce que nous n'avons pas assez de moyens. Et chaque fois qu'il y a des débats qu'on essaie de soulever dans ces pays, on nous traite de fous, on nous insulte malheureusement. Mais moi, je suis vraiment convaincu qu'on doit limiter notre croissance démographique. Les gens disent, ah non, on a un grand pays, on doit se multiplier. Non! Avec 14 milliards de dollars et 110 millions d'habitants, vous n'allez jamais vous rattraper, peu importe le miracle. Il faut ralentir et faire accroître l'économie et vous allez vous rencontrer quelque part. Sinon, avec ces budgets-là, les pauvres continueront à faire des enfants. Imaginez que en 1980, fin 80, nous étions 30 millions. La guerre commence en 1996. Une guerre où on dit qu'on a perdu plus de 9 millions d'habitants. C'est depuis 1996 qu'on s'est multiplié par 3. Donc, ça veut dire pendant qu'on nous tuait, nous, on mettait sérieusement au monde. Vous comprenez un peu? On s'est multiplié, donc ça veut dire fois 300. Et ça continue en 2050, nous serons 200 millions. Avec un budget de 14 milliards. Ce budget-là, s'il augmente, il atteint même 50 milliards, 60 milliards, je ne sais pas, ça ne pourra pas suffire pour 200 millions d'habitants. Donc, on doit trouver un mécanisme pour équilibrer les deux. L'économie d'abord et le reste après. Tout dépend de l'économie. La sécurité dépend de l'économie, la politique dépend de l'économie, les bonnes mœurs dépendent de l'économie. Même dans votre famille, je crois que nous, quand on grandissait, nos parents, avec le peu de salaire qu'ils recevaient, ils arrivaient à contrôler les enfants. Quand tu viens à la maison, même avec, je ne sais pas moi, un petit stylo, ma mère ou mon père sait que c'est pas lui qui a acheté ce stylo-là et tu seras fouetté. Mais aujourd'hui, les filles rentrent avec des iPhone 14 qui coûtent 2000 dollars à la maison, personne ne pose la question. Pourquoi? Parce que le papa ne travaille pas, il est chômeur. Qu'est-ce qu'il va dire à sa fille? Le papa dit, bon, mais maintenant, l'autre côté. Malheureusement. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il a été dépossédé de son pouvoir, parce qu'il n'a pas les moyens. Or, les moyens lui donnent aussi l'autorité pour pouvoir bien éduquer ses enfants. Donc, moi, je suis vraiment dans cette logique-là, que les conditions matérielles déterminent notre façon de penser. Quand quelqu'un a très froid, vous lui posez c'est quoi la meilleure chose au monde, il vous dira c'est la chaleur. Quand il a très faim, il vous dira c'est la nourriture. C'est quand il est rassasié comme les Européens qu'il va penser aller sur Mars, sur Jupiter et tout. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là parce qu'on a encore faim. On a encore le problème de courant, on a encore le problème de l'eau. Voilà. Voilà, nous allons entrer dans les sujets du jour. Sandra, tu voulais ajouter quelque chose sur ça? Oui, j'avais une petite question avant d'ouvrir la brèche politique et tout ça. J'avais une question pour peut-être conclure côté économie. Vu que pour M. Kikouni, qui est entrepreneur, justement, il estime que c'est l'économie d'abord, l'économie avant tout, c'est d'abord l'argent. Je suis d'ailleurs d'avis avec lui. Et que vu que M. Kikouni, il a des ambitions de diriger ce pays, admettons, réfléchissons, j'allais dire réfléchissons par absurde, non, je ne veux pas dire réfléchissons par absurde, mais admettons que demain, après-demain,
M. Seth Kikuni se retrouve président de la République. Avec son expérience d'entrepreneur, son expérience de businessman, quelles sont les grandes réformes, quelques-unes seulement, les grandes réformes que lui pourra justement implémenter pour faire avancer l'économie, pour encourager l'entrepreneuriat sur toute la jeunesse? Quelles sont les grandes lignes, les grandes réformes que vous pouvez proposer une fois que vous êtes président, et une majorité parlementaire qui vous permettra justement de faire passer pareille loi? Qu'est-ce que vous proposez? Je pense que nous ne sommes même pas, on n'a même pas besoin de réformes pour booster notre économie. Okay. La première des choses qu'on doit simplement renverser, c'est l'équilibre entre le train de vie et les investissements. Si on pourrait investir, je crois, 70% du budget national dans les infrastructures, nous allons booster l'économie sans demander aux jeunes d'aller faire l'économie. Pourquoi? Je vous explique. Nous avons des provinces ici. C'est pas qu'au Congo, il n'y a pas d'agriculture. C'est vrai que c'est peut-être pas structuré avec les machines, mais heureusement, nous avons des terres fertiles qui produisent de façon saisonnière des fruits et tout. C'est ce que nous consommons à Kinshasa. C'est frais, c'est saisonnier. Mais il y a une contradiction. La contradiction est la suivante. Il y a la production que la nature permet ou encore que les êtres humains cultivent, mais entre-temps, on a aussi un grand nombre de produits qui pourrissent à la fin de la saison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'infrastructures pour faire déplacer ces mangues-là du Congo central, peut-être jusque dans le Sanko. Mais s'il y avait des routes, imaginez. Seulement les routes, hein? L'État vient seulement, il fait des routes, il désenclave la République. Qu'est-ce qui va se passer? Un jeune peut réunir $50, $100. Il peut aller, je ne sais pas moi, à Kisantu ou dans un village à Kisantu, il achète ce fruit, il fait le transport et puis il part dans un autre endroit. Il revend ces fruits-là à $150. S'il fait 10 tours, il aura quand même assez de bénéfices. Vous n'aurez pas besoin de lui dire quelque chose parce qu'il pourra le faire. S'il ne le fait pas, il peut décider de prendre ces fruits-là. S'il a l'énergie, le deuxième secteur, c'est l'énergie. Il a l'énergie. Il peut décider de transformer ces fruits-là peut-être en concentré de jus pour les vendre aux gens qui font de jus, ou on peut commencer à fabriquer son propre jus. Mais il n'a pas le courant 5 jours sur 7. Il ne pourra pas le faire. Vous voyez un peu. Donc, il y a des problèmes lorsque vous le résolvez. En réalité, vous arrivez à résoudre automatiquement d'autres problèmes, sans même dire à qui que ce soit de faire quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait. On n'a pas encore de route 4 ans après. On n'a pas encore d'énergie 4 ans après. On n'a pas encore des infrastructures. Moi, mon premier chantier, ça sera vraiment les infrastructures. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je souffre de ça. Je suis à Kinshasa. La production dont je vous parle de poussins. Imaginez que dans des petits pays comme la Guinée, le Bénin et tout, il y a des gens moins âgés que moi qui vendent 250 000 poussins par semaine. Ce sont des pays de 10 millions, 9 millions d'habitants. Leur PIB n'est pas plus élevé que nous. Mais ils ont un semblant des infrastructures. Mais comment expliquez-vous que la ville de Kinshasa, qui est comme un pays déjà, avec ses plus de 15 millions d'habitants, on n'arrive même pas à produire ça parce qu'on n'a pas de courant. Pour arriver à faire ce business-là, j'ai beaucoup investi dans l'énergie solaire. Les couveuses. Vous comprenez un peu? Donc, les infrastructures sont importantes. Et lorsque les infrastructures sont là, l'économie se booste d'elle-même. Donc voilà, mes plus grands chantiers, ça sera les infrastructures. Les routes d'abord, l'énergie. Et le reste viendra après. Merci. Voilà, le reste viendra après. Nous allons passer à notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'était le défi de la cohésion nationale. Et ma première question est celle-ci. Le président Félix Tshisekedi cherche une cohésion nationale ou la sympathie du peuple congolais pour mieux asseoir son pouvoir? Que pensez-vous, monsieur Seth Kikuni? Bon. Ici, vous voulez que je parle en tant que politique ou en tant que scientifique? Le 2. Le 2, ça serait mieux. Bon, je vais mélanger le 2. D'abord, pour qu'on parle de cohésion nationale, il faut qu'il existe dans la société ce qu'on appelle une idéologie de cohésion. Est-ce que nous avons une idéologie de cohésion en République démocratique du Congo? Je ne sais pas. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui fait de nous des Congolais? Est-ce que vous serez en mesure de répondre à cette question-là?
Le franc congolais, on en a parlé. Le franc congolais n'est pas utilisé sur l'ensemble du territoire. Les zones occupées, ça fait plus de 20 ans, n'utilisent pas le franc congolais. C'est grave. Pourtant, c'est un symbole de souveraineté. Ils utilisent l'argent des Ougandais, ils utilisent l'argent des Rwandais, ils utilisent d'autres monnaies. Le drapeau, ces endroits occupés par des rebelles, là, notre drapeau ne flotte pas partout. Même à Bunagana, ça ne flotte plus. Vous comprenez un peu? L'idéologie de coalition, on cherche à puiser dans l'histoire. On essaie de s'identifier à Lumumba ou aux autres. Notre système éducatif ne nous enseigne pas assez sur notre propre passé. On connaît beaucoup plus sur les Européens, les Occidentaux qu'on connaît sur nous-mêmes. Alors, l'idéologie de cohésion, lorsque elle n'existe pas quelque part, vous ne pouvez pas parler d'abord de cohésion nationale. Ça, c'est vraiment sur le plan scientifique. Mais comment est-ce que vous le faites alors? Comment est-ce que vous créez cela? Vous fabriquez cette cohésion nationale-là. Vous le fabriquez à travers les élections. Mais ces élections aussi doivent être libres, transparentes et crédibles. Pourquoi? Les élections, en réalité, viennent de la logique du contrat social. Nous vivons à l'état de nature, nous vivons en désordre. Sandra Nkoulou vient me gifler, moi aussi je pars, je gifle, elle tue un membre de ma famille, je viens, je le tue. À un certain moment, les êtres humains se sont dit non, on ne peut pas évoluer comme ça. Ce qu'on fait, nous allons renoncer à une partie de notre liberté pour donner à quelqu'un qui va trancher. C'est comme ça que l'État a été créé. Mais comment est-ce que ces personnes-là qui tranchent auront le pouvoir, la légitimité de trancher? C'est à travers les élections. Donc cela veut dire que si la majorité choisit telle, il aura la légitimité pour nous diriger pendant une période de temps. Et déjà, avec les élections qu'on a eues en 2018, nous allons commencer le mandat avec un grand débat sur la légitimité de M. Félix Tshisekedi. Vous comprenez un peu? Alors, la cohésion nationale ne peut pas non plus exister dans ce contexte-là. La cohésion nationale a existé à l'époque de Mobutu, parce que Mobutu avait créé une certaine identité zaïroise. Nous avions la paix dans le pays, et bon, on s'était approprié cette identité-là avec son discours sur l'authenticité et tout et tout. On a connu un semblant de cohésion nationale avant avec Laurent Désiré Kabila, Kabila père. Lorsque nous avons été agressés, on a tous su nous réunir parce qu'on a identifié que les Rwandais étaient des étrangers. En tout cas, il y avait un soutien permanent. À l'époque de Kabila, Joseph, il n'y avait pas de cohésion nationale. Pourquoi? Parce que l'opposition a fait croire à toute la population que Kabila lui-même était un étranger. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, bon, pas comme à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il a quand même ce semblant-là de soutien dont il bénéficie. Mais c'est buté justement à ce problème-là de légitimité. Il n'est pas reconnu comme le président légitime de la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison-là que le problème de soutien se pose. Donc, on n'a pas pu non plus fabriquer cette cohésion nationale-là. Je crois que j'ai répondu à votre question par rapport à ça. Oui, il y a une petite question d'un téléspectateur qui nous suit, il dit alors qu'il nous explique c'est quoi l'idéologie de cohésion nationale. Souvent, on lit aussi des questions de ceux qui nous suivent pour qu'ils sachent que voilà, il y a même ceux qui appellent aussi. Nous prenons des appels, nous lisons aussi des commentaires pour faire participer nos compatriotes. C'est pourquoi nous appelons ça échange patriotique. Voilà, il y a un monsieur qui vient de dire, monsieur Jean Makadi, alors qu'il nous explique c'est quoi l'idéologie du cohésion. L'idéologie de cohésion, c'est l'idée suprême, indiscutable qui réunit les membres d'une même communauté. Une idée que personne n'arrive à questionner. D'une certaine manière. Les gens peuvent questionner, mais ils peuvent même pas le faire ouvertement. Et le monde a connu plusieurs idées de cohésion dans son histoire. Prenez l'époque du Moyen-Âge, par exemple. L'idéologie de cohésion, c'était Dieu. Raison pour laquelle, c'est pour cette raison que les églises dirigeaient les États. C'est l'église qui choisissait les princes et tout et tout. Dans chaque État, il y a une certaine idéologie de cohésion. Donc, cela veut dire qu'il y a des choses que tu ne questionnes pas. Et ça provient de l'identité. Cette identité aussi, ça peut se construire. Aujourd'hui, lorsque vous allez en Grande-Bretagne, je donne l'exemple de la Grande-Bretagne parce que vous vivez là-bas. Les Britanniques ont construit une certaine identité qu'on appelle l'identité supérieure. Pourquoi? Parce qu'ils étaient butés à un problème. Ce problème-là, c'est comment est-ce qu'ils allaient gérer les Écossais qui ne veulent même pas être là, comment est-ce qu'ils allaient les Irlandais et toutes les autres personnes qui sont dans United Kingdom, le Royaume-Uni. Alors, il fallait créer d'abord un nom qui unit tout le monde. C'est ce qu'on appelle British. Quand on dit British, on inclut les Écossais, on inclut
British Airways, ceci, donc ça veut dire qu'on ne parle pas de l'Écosse, on ne parle pas de l'Angleterre, on parle de tout le monde. Vous comprenez un peu? Il y a une ligne anglaise, il y a une ligne écossaise, il y a de ces choses-là, mais ils ont créé une entité supérieure dans laquelle tout le monde se reconnaît. British, ce n'est pas le nom d'une ethnie. Parce que quand tu dis anglais, tu vas créer un conflit. Parce qu'un Écossais n'est pas un anglais. Mais quand tu dis British, même l'Écossais se sent impliqué dans ça. Maintenant, la République démocratique du Congo, cette identité supérieure, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'on a réussi à la construire? On n'a pas réussi à la construire parce que lorsque vous allez dans tous les pays, la fierté d'appartenir à un certain pays existe. Chez nous, lorsque vous regardez la revendication du M23, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais je vous l'ai dit, quand le M23 fait une déclaration, il écrit une lettre. Comment est-ce qu'il finit toutes ces lettres? Il dit toujours, on est en train de massacrer les Tutsis. Mais que veut dire Tutsi? C'est une ethnie. Tutsi. Mais est-ce que dans un État-nation, un État sérieux, c'est vrai que l'État a la responsabilité de protéger toutes les ethnies. Mais ce n'est pas ce que l'État voit. Ce qui intéresse l'État, c'est le fait d'être congolais. Mais déjà, ce problème-là, on n'arrive pas à résoudre ça. Il y a encore des gens qui se considèrent beaucoup plus Luba, beaucoup plus Katangais, surtout les Katangais. Beaucoup plus Tutsi, beaucoup plus ceci. Elle est belle cette pique-là. Que être congolais. Vous comprenez un peu? C'est une très belle pique en tout cas. Donc, dans ce contexte-là, nous ne pouvons pas réellement parler de cohésion nationale. Parce que jusqu'aujourd'hui, tous les soutiens que vous voyez autour du président de la République, c'est basé sur des regroupements régionaux. Bemba part à l'Équateur, il ne s'adresse qu'aux gens de l'Équateur et Félix Tshisekedi compte sur lui pour gagner les élections. Il ne fait pas des discours convaincants, transversaux qui concernent les citoyens. Il envoie quelqu'un qui va parler la langue de ce coin-là pour se faire élire, sans contenu. Vous comprenez un peu? Et tout le monde fait ça dans sa province et les chefs coutumiers donnent des mots d'ordre et voilà, les gens sont élus. Et nous sommes en train d'empirer la situation, de continuer à créer ces désordres-là, cette division-là, et nous continuons comme ça. Pourtant, l'identité congolaise devrait être au-dessus de nous tous, parce que c'est l'identité supérieure. Et c'est ce qui concerne l'État. L'État ne s'intéresse pas, ou encore encourage, mais n'insiste pas sur les identités inférieures. Il y a une question pour vous. Bonsoir, monsieur, vous nous appelez d'où? Vous avez une question pour monsieur Seth? Bonsoir, monsieur, vous nous appelez, vous avez une question pour monsieur Seth? Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Seth, bonsoir. Voilà. Monsieur Jean Makadi, est-ce que c'est possible que vous pouvez... Jean Makadi, possibilité za o diminuer son, il y a écran au Zolanda biso, tuko oyo kabiso kana son, il y a téléphone na yo. Oui, je diminue, donc je vais le diminuer. Donc, diminuer, hein. C'est nettement mieux. Oui. Merci. C'est moi, Jean Makadi, donc j'appelle depuis la Belgique, la ville de Charleroi. Écoutez, j'ai suivi, donc ce qui m'a intéressé tout à l'heure, c'est quoi? C'est que ce monsieur parle d'idéologie, de cohésion. Ça n'existe pas. J'ai même tapé tout à l'heure, j'ai cherché partout, ça n'existe pas. Ça existe. La cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est ça qui existe. Mais l'idéologie de la cohésion, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis désolé de le dire. Et en plus, il parle de comment la cohésion peut exister parce que à l'époque de Kabila, ça n'existait pas, la cohésion, parce que l'opposition, mais lui faisait partie de cette opposition. Monsieur Seth faisait partie de cette opposition qui disait à Kabila qui était irlandais, qui disait à Kabila qui n'était pas congolais, que voilà. Est-ce que vous avez de preuves? Est-ce que vous avez de preuves là où monsieur Seth Kikuni disait que Kabila était rwandais? Parce qu'il y a trop de confusion. Pamela, c'est pas d'avoir une demande de preuves, ça devient comme les gens de l'idée parce qu'ils disent quand tu veux les demander, vous dites, quand vous dites une chose, ils disent, oh, après ça dit après. C'est ça que vous voulez faire. Écoutez, non, mais parce que nous ne pouvons pas nous baser seulement sur les allégations. Après, dans la personne après, il y a autant de sangana na mouili communal.
osangani na moyibi bato bazobeta bazobiba yo osangani na bango okomi mpe moyibi yo ntango osangani na bato oyo baza bamaladi. Ok, maintenant sikoyo question na yo eza nini kasi na mokuse? Question na nga ezali question na liboso vraiment oyo eza très important ezali eza que mais c'est ça alobaka azoloba mais depuis azalaka candidat ya nani ya présidentiel vision na ye toyebango te ti lelo auti koexplike vision na ye est-ce que ozwaka ntan ya kotanga vision na ye pa est-ce que totangaka baprojet ayebisa biso mpe programme na ye ezalaka nini ti lelo mpe programme ezalaka nini auti olobango te mission te ti lelo toyebaka position na ye te azala kote nini donc aza wapi donc to gauche to droite to centre on ne sait pas. Et apparemment, parce que les politiciens congolais sont comme ça. Maintenant, il attend un moment où il y a construit la WAP, il a reconnu Malamoro, je suis à Karama. Mais il a dit ça, il a côté Nini. Ok. Voilà, c'est comme toujours. Apparemment, il est déjà contaminé dans la politique à Congo, parce qu'à l'époque, quand il était encore à ce qu'il n'a pas faire, il était vraiment un peu logique. Mais depuis à cause de la politique, donc après. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup Ndeko. Pesa étant, merci beaucoup. Pesa étant à répondre. Yo. Merci beaucoup pour la question. Bonne soirée. Monsieur Seth, balobi ba éviter sur na centre, na gauche, na droite, na ni ba position na yo, na éviter sur ka rejoindre biso na retard parce au teki ko pesa explication sur makambo yo na mukuse vraiment soko orokili susu ko sala moi synthèse ya makambo c'est comme si ba congolais belé baza toza vraiment na mentalité ya kotanga ba projet ya ba candidat na bisoté du coup toza un peu perdu wana toza na culture ya kotanga te est-ce que na mukuse oroki ko expliquer bango même si ota ko lo bango na mukuse kaka papa dans une minute comme ça ezala bien pour ba capter ngo mbala moko. Bon, na rolobango na mukuse maintenant mais kana ko répondre na mutuna atoni ya liboso alobi atali na Google ce qui wapi amoni idéologie de cohésion ta amoni cohésion nationale. La question c'est qu'est-ce qu'il n'a pas compris, le mot idéologie ou cohésion? C'est bana non wana. Parce qu'ils peuvent aussi taper les deux pour comprendre. Ici nous sommes en train de parler la science politique vraiment. Parce que cohésion nationale ezali et alors voir mukasala la pharmacie non il y a combo batekelaka kinine babe yango kinine mais dans la non scientifique nango eza kinine te mais tous les pharmaciens tous les médecins savent que non scientifique ezali boye comprendre quand on parle d'idéologie de cohésion tout ça peut dans domaine la science donc ça veut dire que ozo la cohésion nationale wana c'est pour la consommation générale mais l'idéologie de cohésion quand un politologue parle quand il veut construire quelque chose, quand il veut raisonner avec les politiques sur le plan scientifique, c'est le terme qu'il va utiliser parce que c'est beaucoup plus facile à expliquer que cohésion nationale. Cohésion nationale, les appels terme pour la propagande, pour la ligne, mais l'idéologie de cohésion, c'est ça qui même vous permet même de construire Moka, au fait. Parce que quand tu arrives à résoudre ça, vous avez qu'on résoudre Marabébélé. Donc voilà, ils ont un tel que Aluka Sogindingen, attends l'idéologie, attends la cohésion, à Sangifiango, il va toujours trouver la réponse, ça va être dictionnaire. Voilà. Par rapport à projet, voilà, allez-y. Par rapport à projet, bon, je crois que peut-être tu ressens l'émission sous pour Yango, si les gens sont vraiment curieux. Très curieux. Je viens d'afficher même une question pour que vous-même puissiez lire la question. Ah, les gens sont vraiment curieux. Oui, mais je ne sais pas lire et parler en même temps et qu'on disperser un peu Nini. Je crois que par rapport à mon projet, la Meki qu'on expliquait à mon moukier. Ngai premièrement naza humaniste libéral na ebite faut na expliquer ba concept wana parce que na boyina lobeso eloko mutako dans dictionnaire lobelo ko anezali te humaniste la kinini humaniste la kisi que naza na conviction profonde na croyance moko makasi que l'humanité est sacrée. Conviction politique dans la Yangouana. Donc, quand on parle de politique, on ne parle pas des dieux, on ne parle pas des ancêtres, on parle de l'être humain. L'humanité est sacrée. C'est que libéral et la Guissini. À côté de libéral, il y a socialiste. Libéral et la Guissini, que l'humanité pour Nangaï, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas le peuple, c'est l'être humain. Donc, je ne parle pas, quand je parle de droit, je ne parle pas
comme on dit en anglais, not rights to the people, but rights to each person. Donc moi, je m'intéresse à chaque individu. C'est pourquoi je parle d'initiative privée. Je suis convaincu que ce qui est individu à réussir et que l'individu en a besoin de 1000, ça a un état fort. C'est ça ma conviction. Je crois à la propriété privée. Je crois vraiment à l'individualisme. Je crois que dans ma réponse à mon coup, ça, lui, il peut comprendre. Et puis, j'ai dit que, Nazali, na projection à matérialisme, Naza convaincu que, ce qui conditions matérielles, na ezali malamouté, ou qu'on réfléchit malamouté. Ezali principe naturel. Aloba qui cohésion sociale, pas nationale. Ok. Mais idéologie de cohésion, justement, ezali terme technique aux précédents maramonion soana. Et moi, quand je réfléchis en tant que politologue, son abina vanana fatile et l'automekako revoir tableau je vais lui parler de l'idéologie de cohésion, je ne lui parlais pas de cohésion nationale. Parce que cohésion nationale, ça implique qu'il faut sur la faïul ou la bemba et tout. L'idéologie de cohésion, c'est au-dessus de ça. On doit trouver un point qui nous réunit, nous tous en tant que Congolais. C'est ça l'idéologie de cohésion. On ne parlera pas des individus, on ne parlera pas des partis politiques. On parlera de ce qui nous unit tous individuellement en tant que Congolais. Surtout trouver qu'un rapport en a, c'est fini. Voilà. Par exemple, les lots, c'est vrai que vous allez peut-être poser la question, idéologie de cohésion à Rwanda, les lots. Et ça, là, que Kagame a dans la contrôle total, non seulement sur le Rwandais, mais aussi sur toute la population Tutsi à l'est de la République démocratique du Congo, c'est les génocides. Il s'appuie sur les génocides pour fonder son discours. Et ça marche très bien. Ça marche malheureusement très bien. À trouver, au niveau des années cohésion nationale rwandaise, c'est l'idéologie de cohésion. Donc, on va vous tuer parce que vous êtes Tutsi. C'est la panique totale. Les gens prennent les armes, les gens trahissent la République démocratique du Congo, tous ces problèmes-là. C'est ça, au fait. Et l'idéologie de cohésion, c'est quelque chose qui existe dans votre passé ou que vous inventez pour maintenir votre état debout. Voilà. Voilà, Monsieur Seth Kikoun, je ne sais pas si vous pouvez lire la question. Vous voyez la question que je viens d'afficher. Il y a une question pour vous. Il y a ceux qui vous soutiennent, qui veulent vous suivre. Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai juste affiché cette question pour que vous lisez vous-même cette question. Bon, c'est une longue question. Il demande si je serai encore candidat. Oui, en 2023. Oui, en 2023, oui. Je compte être candidat avec plusieurs candidats députés d'ailleurs. Notre vision sur le Congo, bientôt ça sera disponible sur presque toutes les plateformes, avec un site internet d'ailleurs. Merci. Notre parti politique, il a déjà été créé, on attend seulement signature, il y a ministre, mais nous avons déjà tout est déjà prêt. Donc voilà, parce que pour nous, l'année électorale, c'est 12 mois, hein, parce que nous sommes des entrepreneurs, nous on travaille, hein, on ne vient pas en politique pour passer notre temps. Une année de Rubunda. Hein, si vous pouvez commencer à organiser des open conférences, une open conférence qui permettra quand même à tous de vous poser des questions. On va le faire. D'ailleurs, si vous avez constaté ces derniers temps, on a les questions dans la chaîne de télé ou de radio, parce que je m'étais dit que dans ça, on après lancement à parti politique. Bon, ça, c'est une rencontre exceptionnelle, et on a y. Sinon, on a pas médias dans les questions. Merci beaucoup pour cet honneur. Nous sommes très reconnaissants. Voilà, Papa Alain. Sandra, tu as une question sur la cohésion nationale. Je pense qu'il a beaucoup expliqué sur ça. Il y a quand même quelques bons commentaires qui soutiennent M. C. Notre idéologie de la cohésion nationale repose et reprise dans le préambule de notre Constitution. La motivation de créer un État de droit ou un État-nation était basé sur la cohésion nationale, d'où le régionalisme, le tribalisme était considéré de la part comme des anti-valeurs. Voilà, ça c'est le commentaire de Maître Sylvie Chassinga. Voilà, quelle est ta question? Ma toute dernière question pour aujourd'hui, c'est vrai que M. Kikoun aimerait aller suivre son match et puis bon, on a quand même été là depuis 1h30. Ma toute dernière question sur la cohésion nationale serait celle-ci. Sous Mouzé Kabila, on a vu, pendant que nous étions agressés par les Rwandais, il y a eu cet élan de je ne sais pas si je dois dire de cohésion nationale, mais il y a quand même eu une certaine chaleur, une certaine fièvre qui a fait bouger pratiquement tout le pays. C'est vrai qu'il y avait le Moulouba, le Mukongo, comme ça a toujours été, mais on a pu transcender ça.
Qu'est-ce qui explique que cela a été possible sous Mouzé Kabila, mais que cela n'est pas possible sous Félix-Antoine Tshisekedi, pendant que nous sommes toujours ou encore agressés par pratiquement les mêmes ennemis, le même agresseur. L'agresseur n'a pas changé. Pourquoi est-ce que c'est la réaction qui diffère? Et surtout que vous venez de dire ici qu'on n'a pas justement, on n'a pas une notion d'identité nationale. Mais qu'est-ce qui explique que le miracle sous Mouzé était possible et il n'est plus possible aujourd'hui? Vous savez comment est-ce que, normalement en économie, lorsque on évalue les performances, il y a Moutoye Sika, on se base généralement sur le prédécesseur. Normalement, les 3-4 premières ou les 2 premières années à Félix, tout ce qu'il a fait sur le plan social et économique, Ezalaki, Biloko a bénéficié qui n'a aucun Kabila Tikelaki, y compris le budget, l'argent et tout ce qu'il pouvait faire. Vous comprenez un peu. Alors, je donne cet exemple parce que pour vous expliquer qu'à l'époque de Mouzé, la cohésion nationale marchait parce que nous sortions de l'époque Zaïre et Mobutu avait quand même réussi à nous maintenir ensemble avec le Zaïre, qui était d'abord un nom très rassembleur, mais aussi il avait créé ce système-là où il n'autorisait pas que les gens originaires d'une province X puissent être forcément gouverneurs dans cette province-là. Il y avait beaucoup de mutations et des gouverneurs et des militaires et des fonctionnaires à cette époque-là. Au moment où mon Congo a un service militaire dans Sud Kivu et tout, il y avait vraiment ces échanges-là. Ce qui fait que quand on a fait le passage Tolongwe Zaïre, Tokoti, République démocratique du Congo, il y avait encore l'existence de cette identité zaïroise-là, même si on avait changé de nom. Donc, il suffisait seulement d'un discours aux gens qui savent que nous sommes zaïrois, les gens qui nous agressent sont des étrangers pour que ça marche. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? En 98, il n'y a pas que le Rwanda qui nous a attaqués. Les Congolais ont créé des rébellions en se basant sur leur tribu. Le Kije de Bemba, c'était où? C'était pas au sud ou nord Kivu. Bemba a beaucoup plus opéré dans l'Équateur. Mais qu'est-ce que ça a créé comme conséquence? Sans parler du RCD et tous ces groupements-là. Certains sont allés dans le Congo central, même les Mwanasemi. Ce sont des gens qui se basent sur des ethnies, sur des tribus. Et ça a encore beaucoup créé la différenciation. Même en termes politiques, les discours, comme j'ai expliqué, tout le monde rentre dans sa province pour tenir un discours séparatiste, je ne sais pas moi, identitaire pour se faire élire. Même dans les gouvernements, dans le partage de postes. Aujourd'hui, on respecte toujours ces équilibres-là, on ne tient pas compte des compétences, on essaye de donner à chaque province, à satisfaire chaque province, même si les Katanga prennent toujours la part du lion, sans aussi l'avouer. Donc voilà, vous comprenez un peu. Et ça continue à exacerber cette situation-là. Vous êtes des enfants de riches, non? Vous contribuez beaucoup, ça on le sait. Maintenant, merci de le reconnaître. Maintenant, Laurent Désiré Kabila. Mobutu, Laurent Désiré Kabila, le passage était immédiat. Mais entre Kabila et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il y a quand même plus de 26 ans qui se sont écoulés. En 26 ans, nous avons tout déconstruit. La pièce nous a Lego, qui ensemble, pandi yango. C'est pour cette raison-là que c'est difficile justement de convaincre les gens à être ensemble. Il y a aussi d'autres raisons politiques. Vous savez, il y a des accusations très graves surmontées à tribalisme dans la République démocratique du Congo. Malheureusement, avec les nominations, les ceci, cela, qui sont aussi confirmées par certains points, c'est aussi un problème. Donc voilà, en 26 ans, c'est possible de construire, c'est aussi possible de détruire, de déconstruire une identité. C'est ce qui s'est passé malheureusement, et puis voilà. Merci beaucoup, monsieur. C'est Papa Alain, vous avez une question, nous terminons vers la fin. Deux petites questions. Premièrement, toujours défi à cohésion nationale, selon M. Seth Kikouni, puisqu'il faut tout le bapé français dans l'ingala pour pouvoir comprendre, qu'est-ce qui fait que Lelo, Félix Tshisekedi, a lancé appel Boya et Longobo Sangana pour na kobundisa munguna côté biso na mboka babaka que quand la maison prend feu, on oublie toutes les divergences, on s'attaque au feu. Et là on y est ça là que tous les peuple était pour expliquer ma pas tribu, mais tous les bino ba politiciens. Pourquoi Bokoko y a te bopé ça ma beaucoup pour tolonga munguna wana? Toropé ça ma beaucoup na sens nini yebisamayi.
Quel est le sens de dire que nous sommes derrière les FARDC? Toi, derrière les FARDC, ça change quoi pour les FARDC? Ce sont les hommes en armes, en uniforme et qui ont été formés pour ça. Donc, ça veut dire, nous, on aura des distractions pour se créer Bissomoko. Il y a deux façons de mener ces combats. Première façon, ils ont responsabilité à la politique. Il faut trouver un mécanisme pour n'accoper ça, FARDC, ma coquille à Kosala Bitumbawana. Ma coquille, ça va financier. Ma coquille est là qui s'y paie que il faut honorer les militaires. Parce que les militaires sont des patriotes qui vont au front pour mourir pour l'État. Imagine que moi, je suis militaire. Je pars au front. La personne qui était à côté de moi meurt. Nabitumba. Et que demain, je vois que ça lié monument, va déclarer euro, va jouer en charge je pense que demain, moi, j'aurais peur de mourir pour la patrie. Non. C'est vraiment pas question de l'argent, justement. La motivation, elle n'est pas à la hauteur. Aujourd'hui, comment je parle d'individualisme, c'est en réaction à tout cela. Même nos militaires, c'est inadmissible. Ça veut dire pour eux, nous sommes des moutons. C'est inadmissible. Or, si on commence à les honorer comme ça, ils n'auront même plus peur de mourir pour le pays parce que ils vont rester dans l'histoire. Rester dans l'histoire est beaucoup plus important que vivre pendant 100 ans. Nous-mêmes, rester dans l'histoire, il a vécu pendant 36 ans. Aujourd'hui, c'est parmi les Congolais qui a beaucoup plus de valeur que nous tous vivants. Son nom est resté aujourd'hui, on le respecte, même dans le film Otali, on continue autant à Kombonaï. Vous voyez, parce qu'il était mort pour une cause digne. Le militaire aussi doit être traité de la sorte. Deuxième chose, par rapport à nous les politiques maintenant, et les intellectuels surtout, je parle des scientifiques, on n'est pas obligé de dire que nous sommes derrière les FARDC. Nous, derrière les FARDC, ça ne change rien. Un militaire qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de munitions, même si on a derrière le 10 000 fois, il ne sera pas tiré, il va toujours mourir. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'abord vendre notre thèse à nous, dans le monde entier. La diplomatie. Sur le calibre politique, voilà. Sur le calibre politique, il y a la Grande-Bretagne, il y a les États-Unis en réalité. Ces politiques-là ne sont pas décidées par les politiciens. Ce n'est pas le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, non. C'est déterminé par les scientifiques, les professeurs d'université qui écrivent des articles scientifiques et des ouvrages. Oh, les politiciens vont utiliser. Dis-nous dans ce débat avec le Rwanda, quel Congolais publie dans quel journal scientifique pour vendre notre thèse de l'histoire? Personne. Et on dialogue avec qui? C'est pas parce que Félix Tshisekedi a vendu ici, Macron va expliquer, il va comprendre. Non. Macron écoute mieux un professeur français qui lui explique les deux thèses que Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'eux fonctionnent en fait. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Et pourquoi nos intellectuels ne sont pas capables de faire cela? Les professeurs Mbata, les professeurs Njoli, ben, où sont-ils? Bon. Ouais, la question. Vous-même, vous enseignez, vous n'êtes pas professeur, mais vous enseignez, n'est-ce pas? Vous avez même commencé des études doctorales. Pourquoi est-ce que vous ne publiez pas? C'est bien de s'attaquer aux autres. Non, mais oui, mais il faut qu'on s'organise à ces sujets-là. Moi, je vous ai d'abord dit que, je ne vous ai même pas dit que je n'ai pas parcours dans un doctorat. Mais l'entrepreneuriat prend beaucoup de mon temps, je dois l'avouer. Parce que le rôle non joué dans l'entrepreneuriat est important. J'ai plus de 700 travailleurs qui dépendent de moi. Je dois gérer une entreprise qui n'est pas seulement en République démocratique du Congo, tout ça là. Écrire une thèse, écrire un article, c'est vraiment un grand travail qui demande à ce que tu suspendes tout pour le faire. Combien au sollicitant, quand il y a patriotisme, au sollicitant, parce qu'il y en a quand même, hein, au sollicitant, ou approcher, ou proposer un projet là, comme yo sont en attente, mais quand même démarche, est-ce que ça là, on sort ça là, pourquoi? Bon, non, on a fait la démarche, mais c'est une idée, on a allé parce que on a dit comment est-ce que ce monde-là fonctionne. Donc, cela veut dire qu'ils aura vraiment thèse contre thèse. C'est comme ça le monde scientifique fonctionne. C'est toujours bon de tirer sur les professeurs, c'est toujours bon de tirer sur les autres qui ne font rien. Pendant que en tant que moi, comme on a idée, on a bien approché. Il y a beaucoup de professeurs, les Mbata, les Njoli, les Bochab, les Daïwel, un grand historien, écrivain. Mbokolo, il est savant. Savant, ça vivant. Mais si c'est ce qui connaît, tu penses que tous ces professeurs-là ne savent pas
que le monde est dominé par l'intelligence qui passe par les journaux scientifiques. Mais cette Kikouni, étant donné que Aza jeune, et qu'il peut poser la pierre à apporter dans l'édifice, à approcher le vieux, et d'ailleurs, on peut ça électorat. Là, je profite même de ça pour conclure. On reçoit beaucoup de réactions. Je suis moi-même étonnée de voir que M. Kikouni, on dirait, les gens veulent découvrir un peu ce jeune qui vient de pratiquement nulle part. Batubalingi changement. Est-ce que mon idée que vous appelez le bien probable électeur nayo que voilà, j'ai approché tel scientifique, voici un peu ce que j'ai essayé de faire à côté justement, il y a entrepreneuriat. Voici ce que j'ai eu à faire côté scientifique, j'ai approché tel scientifique. Produire. On a appuyé maman Sandra Aloba, monsieur Seth Kikouni. Ce qu'il est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a lobby que non, pour la agression rwandaise, aux autres, ça va être bien. Tu peux si Seth Kikouni responsabilité à concevoir et lokomoko, oyo tokoi ko sala que pour mokili et yo kabiso endima test nabiso. O sala nini? Obili gambolobi wana, c'est tellement impossible que ça le rose autour nangai, soki noko namna zala bande foutes kalmo zala tante nabino. Ça n'arrivera pas. Félix Tshisekedi ne fera pas une chose pareille. D'ailleurs, sur telle méthode à fonctionnement naïe, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le gouvernement doit mener la diplomatie. Il a confié la diplomatie à un certain Serge Chibangu, qui est un envoyé spécial. Ça ne se fait pas. Dans un pays comme nous, ça ne fait pas se faire. Il y a quelqu'un qui engage le pays, mais qui est envoyé spécial. Azar a des ambassadeurs. Mais il engage le pays, ça ne se fait pas. En fait, là, Azar a envoyé spécial tout le monde. Normalement, ça devrait passer par le gouvernement diplomatie. Donc, ce n'est pas du genre que ça les locaux. Donc, c'est une supposition. Il y a une idée mûre, il y a pas réflexion dans le. Donc, ça veut dire que si moi j'étais président, je sais comment est-ce qu'on va créer un mécanisme pour mener aussi notre diplomatie. Donc, on doit répondre à la question pour dire que on a la guerre, une partie doit être menée par les FARDC, mais la politique, intellectuelle peut faire mener guerre pour avoir la chance à gagner. Et puis, guerre scientifique, intellectuelle, à aller mener. Et qu'on pesait à plus de 70% que guerre au FARDC à aller mener. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Parce que les débats d'idées, ça, à niveau. Parce que ce sont ces gens-là qui soufflent dans l'oreille à dirigeants. Que pour 10 ans, on doit faire ça, pour 20 ans, on va faire ça, pour 5 ans, on va faire ça. Ce sont les professeurs d'université. Que personne ne vous trompe. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est ça ma thèse. Nous, on critique, c'est vrai. Mais quand il y a critique, il y a des thèses positives, il y a de... Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque le président de la République a Semara Libo Kagame, moi j'avais fait un tweet très dur. Et ça dit tellement dur que voilà, où j'avais dit que cette main-là qui a touché Kagame, c'est la même main qui touche la première dame. Cette main-là, elle doit même toucher la première dame. C'est une main qui a été souillée. J'avais dit beaucoup de choses. Alors, je suis en train de dîner quelque part. J'avais un ami turc qui est conseiller du président de Turquie, Azaki Kinshasa. Je vois un politicien dans le restaurant, très proche du président qui vient 17, mais plutôt comment Kiana, c'était pas bien, même le président n'était pas content de Bélé. Le conseiller là me dit montre-moi les tweets. Lui, il est étranger, hein, il regarde le tweet. Il dit, mais en réalité, tu n'as dit rien de mauvais. Je lui demande pourquoi. Il me dit parce que normalement, Félix Tshisekedi Azali Kosala et l'homme Azali contraire à la logique diplomatique Nabino. Alors, toi, en tant qu'acteur politique qui a été candidat président, quand tu fais un tel tweet, moi, si j'étais Félix Tshisekedi, je rassemblerais tous les tweets des opposants qui ont cet acte-là, montrer ça à Kagame pour dire que les efforts que moi j'ai fournis, en réalité, je les fais de bonne foi parce que je veux que nos relations soient stables. Mais dans mon pays, ça brûle, ils ne veulent pas de ça. Si tu étais Kagame, comment est-ce que tu vas percevoir cette histoire? Positivement, non? Pas négativement. Parce que d'un côté, tu as un président qui essaye de faire quelque chose, de l'autre côté, tu as quand même une opposition. Donc, ça veut dire, même dans nos critiques-là, il y a toujours un moyen d'utiliser ça comme arme diplomatique pour faire passer son message. Parce que généralement, c'est le peuple aussi qui décide à l'intérieur. Voilà. Monsieur, vas-y, papa. Oui, dernière question, Nangai. Monique, il y a Nairobi et Sili,
groupe armé, Nimi, Kotika Manduki, en tout cas sur papier, ils ont signé. Par okuta na sous na janvier. Entre-temps, M23 et Lobby, sont prêts à se retirer, mais condition, dialogue direct na gouvernement à Kinshasa. Yo ozali acteur peu politique, bien qu'aux hommes d'affaires. Année prochaine, élection ezali, mais on ne peut pas aller dans les élections dans l'insécurité. Au Congo, qui est dans l'élection, sans une partie du Congo qui est occupée. Quelle est l'analyse que vous faites? Quelles sont les pistes de solutions qu'on peut préconiser pour que Tobima, une fois pour toutes, la situation ait duré dans l'Est à Congo? Écoutez, premièrement, on doit faire la part de choses. Notre plus grande erreur dans Makambo, c'est qu'on n'a jamais vidé cette question sur le plan théorique d'abord. Cela veut dire que nous avons abordé la période post-renversement de Mobutu avec un discours qui n'était pas approprié par rapport à cette question de l'Est. Quel discours? Dans tous les pays du monde, le discours que les Banyamulenge n'étaient pas des Congolais. C'était un discours très erroné dès le départ. Je vous explique pourquoi. C'est vrai que je ne dis pas que tous les Banyamulenge sont des Congolais, non. Mais il faut faire la part des choses. Nous vivons dans des États Oyo et Zali toujours à cheval entre Otobengakaba ethnie parents. Ce n'est pas seulement à l'est du pays. Donc ça veut dire que partout vous avez des frontières terrestres, lacustres ou encore fluviales ou il y a une très grande probabilité que bateau bazana quota frontière au bas de l'autre côté de la frontière. Une même ethnie. Nous avons ça en Centrafrique, nous avons ça après la Zambie avec une partie de Bemba et tout. Nous avons ça aussi à l'Est et nous avons ça aussi du côté de l'Angola. Donc c'est inadmissible d'abord de dire qu'il n'existe pas de Tutsi congolais. Il faut être de mauvaise foi pour dire ça. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce qu'on a été colonisés ensemble. La Belgique a colonisé le Rwanda et le Burundi aussi. La Belgique a causé certains mouvements pendant cette période-là. Et nous avons créé une constitution en 1960 qui dit que est congolais toute personne qui est sur nos territoires, la construction. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu de nouveaux venus? S'il y a eu de nouveaux venus, en 1972, il y a eu répression au Rwanda, à l'époque de Grégoire Kayibanda. Les Tutsis sont entrés. En 92, au Burundi, les Hutus sont entrés, les génocides en 94, Bakoti, on est se mêler dans Makambouane. C'est en ce moment-là qu'une partie de notre population, pendant que nous on disait que ce sont les Banyarwanda, maintenant ça c'est une question identitaire que vous devez comprendre très bien. Pendant que nous on disait que ce sont des Banyarwanda, écoutez, Rwanda c'est un État. Et ils nous disaient que nous sommes des Banyamulenge. Mulenge c'est un village en République démocratique du Congo. C'est une montagne. Une montagne. Voilà. Quelqu'un te dit que moi j'appartiens, parce que le villageois ne comprend pas c'est quoi le nationalisme. Je vois que Sandra Koumou est nationaliste, mais un villageois n'est jamais nationaliste. Un villageois est patriote. C'est impossible de déplacer un villageois de ses terres. Il peut mourir pour ça. Le nationaliste, lui, voit la nation dans son entièreté. Les villageois, lui, voient là où Azali wana. Alors, ils se sont autodéfinis pour dire que nous sommes des Mulenge. Tu comprends? Au lieu qu'on fasse le travail, Yako Luka Nanyazali vraiment originaire à Wana à travers ses parents et qui étaient les nouveaux venus, nous on les a tous rassemblés pour dire que vous êtes des Banyarwanda. Mais de l'autre côté, il y avait un génocide. Un génocide, on avait ciblé les Tutsis. Les Munyamulenge étaient un Tutsi. Maintenant, Kagame vient avec un discours plus qu'il avait un plan. Il faut comprendre que Kagame a aidé Museveni à prendre le pouvoir. Museveni a aidé Kagame à prendre le pouvoir. Après, ils ont monté un plan pour déplacer toutes les guerres en République démocratique du Congo et les maintenir là-bas. Ils ont un plan, les deux, un plan de plusieurs années. Maintenant, Kagame vient avec un discours, il dit, vous dites que vous êtes des Mulenge, ils disent que vous êtes des Banyarwanda, mais vous êtes aussi des Tutsis. Ils vont vous tuer. Maintenant, dis-moi, si toi tu es Mulenge et tu es Tutsi, ta loyauté ira à la République ou ira chez Kagame? C'était une erreur, c'est une question qu'on devrait vider. L'État devrait être clair sur une chose, qu'il existe des Tutsis congolais, que nous travaillons sur ça, mais le plus important, ce n'est pas l'ethnie.
Parce que autant qu'il y a des Tutsis, il y a des Katangais, il y a des Roundi, il y a des ceci. Mais nous sommes tous Congolais. Si on ne vit pas cette question-là, c'est compliqué. Ils sont dans l'armée, ils sont dans l'armée, ils sont dans l'administration, les Tutsis congolais, ils sont dans des postes élevés au Congo. Ils ont toujours été représentés dans le gouvernement. Oui, mais là n'est pas la question. Le problème, c'est le politique, c'est comme un vampire. Il se nourrit du sang du peuple. Mouto Azana armée, Azana gouvernement, c'est un individu. Mais le problème, c'est qu'il est soutenu par qui? C'est ça le problème. Parce que chaque fois que vous les chassez, ils rentrent où pour se cacher? Ils rentrent là-bas vers le sien. C'est ça. Maintenant, quand toi, tu ne contrôles pas tes chiens-là, tu auras toujours un problème. Parce que, attends-moi en tant que leader, si je suis désavoué par la masse qui me suit, mais aussi longtemps qu'il y aura cette masse-là autour de moi, tu ne pourras pas le faire parce qu'ils vont me protéger. C'est ça le problème, justement. Tous ceux qui sont à Kinshasa, ils le sont parce qu'ils ont un soutien là-bas. Et ils continuent à utiliser ce discours-là. Et ce qui est dangereux, c'est le fait que Israël ou Lelo, Israël est puissant. Et maintenant, la Palestine, Palestine. Et le Rwanda fait la même stratégie au nom de la distraction. On doit vider cette question-là identitaire. Ça, c'est le travail des scientifiques et des intellectuels. Pendant qu'on fera la guerre, on doit aussi vider cette question-là, faire comprendre à tout le monde que ne soyons pas sentimentalistes. C'est impossible qu'il n'y ait pas de Tutsis congolais. Ça, tout le monde c'est impossible. Bazali. D'être à partir de Angola, et Angola, il pas la Centrafrique, la même chose, la STP, c'est la même chose. C'est tout à fait normal, au fait. Mais leur loyauté, maintenant, doit quitter Kagame et Zonga, la République démocratique du Congo. Sur les Zongis, tous ces traîtres-là, ils n'auront pas un endroit où se cacher. Parce que si on met un lien ou non dans une fenêtre, dans une salle où il n'y a pas de fenêtre, s'il y a des fenêtres, il va fouiller. Mais s'il n'y a pas de fenêtre, on va c'est ça la réalité des choses. On doit vider cette question-là. Sans émotion, sans sentiment, on doit vider cette question-là de l'identité. C'est pourquoi j'avais dit M23. Dans ma déclaration, toujours, on est en train de commettre un génocide sur les Tutsis. Il insiste sur ça parce que c'est ce qui leur unit, en fait. C'est ça la menace. Il est en train de vendre la menace. Il base son discours sur la peur. Il continue à créer la peur pour que Batouana ou Bazaba Tutsi, mon abisso d'être ennemi et le hôtel d'ailleurs, pendant que nous savons qu'on ne pourra pas les déplacer de ces terres-là. Si on ne peut pas les déplacer, on doit trouver un moyen pour les contrôler. Voilà. Merci. Voilà, Monsieur Seth, je ne sais pas si vous voyez la question qui vient de s'afficher à l'écran. Donc, ce n'est pas une question. Je ne sais pas, c'était son point de vue. Nous allons chuter. Je vous laisse quand même quelques minutes de lire le point de vue de notre frère Eddy Kabek. Oui, je suis d'accord avec Monsieur Eddy, hein, parce que l'une des raisons aussi qui fait que, pour répondre aussi à Monsieur Alain, qui nous empêche de soutenir Monsieur Félix Tshisekedi, justement, c'est la démarche menée au début de son mandat par rapport à cette question de l'Est. En fait, dans sa tête, il n'y avait pas de stratégie, de profondeur stratégique. Pour lui, travailler voulait simplement dire que pour ça, les contraires au Kabila Salaki. C'était ça, travailler pour Félix Tshisekedi. Or, il y a des choses, l'État, c'est la continuité. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Un adversaire stratégique reste un adversaire stratégique. Un ennemi pour un État reste un ennemi. Aussi longtemps que Makamébile est changé. Tu ne peux pas aller serrer la main de quelqu'un qui a déjà causé la mort de 6 millions d'habitants des Congolais. Peu importe la raison. Tu ne serres pas sa main pour dire que c'est mon frère. Kagame, tant que c'est la Simba Libo qu'on a eu. Peut-être des fois Simba Libo on a 300 000 Congolais Bakoufi. Mais tiens, Simba Libo on avait déjà perdu plus de 7 millions, 8 millions. Tu ne peux pas serrer la main de cette personne-là au nom de la paix. Non, tu ne fais pas ça. Et c'était une faiblesse. Ils ont profité justement pour lui imposer. Banina, hôtel du fleuve, ils ont été logés. Aujourd'hui, ils sont en train de réclamer en parce que Bazaï va promettre qu'ils vont quelque chose. Ils font tête aussi pour ça. Ils avaient dit on a trouvé un président, ou peut-être Aza différent, Aza peu dans mode faiblesse. Mon Koboye, Aza gentil, Aza nini, bon, on peut avoir quelque chose. C'est pourquoi on a la légèreté, nous sommes basés sur ça, là, tout ce qu'ils font. Nous, c'est ce qu'on reproche à Félix Tshisekedi aussi. Logique, on a diplomatique à Menaki, wana, et ça qui logique, mon correct, Yango, Yango, question nanga ya souka sur la logique wana. Dans chaque
coin, on accuse Félix Tshisekedi de non-respect des accords. Selon vous, c'est une stratégie ou c'est de l'incompétence? Peut-être c'est ta nature, hein? Bon, nous, dans le monde des affaires, tous les strict, ça m'a respecté par accord. Parce que tu as eu conséquence avec Mme Rambouana. Et ça, la verbale, parce que même sur les actes verbales, ta réputation peut être mise en jeu. Et quand un entrepreneur perd de réputation, là, il perd tout. C'est plus que l'argent perd de la réputation. Si on doit respecter ma parole, il n'est jamais pris au sérieux, tu vois. Alors, Nakolo Batek Ezali est incompétent. C'est ça, on va nature à Moutou. Vous voyez, parce que, bon, il est comme ça. Il y a longtemps, le baki, tant le méchant, le baki, soki. Ngana niveau na zasi ko Félix Tshisekedi ata lisumu na ngai balobi nzamba lobi bon ko kabela batu na sumu ndambo ata lisumu na pesa ete par rapport à payer la décision zwaki donc nazwa ta masumu na ndambo 10% na pesa na pesa ete. Vous comprenez un peu, donc c'est sa nature au fait, c'est sa nature et ça qu'on soit biloko nyonso à la légère quand ça état beaucoup gérer moi avec les amis avec des idées conçues sous un arbre limité ou dans un bar à Matungé et puis vous venez vous appliquez ces idées là. Quand on a commencé le mandat, moi je connais les gens qui étaient proches de Kagame. Ce sont ces gens-là qui étaient envoyés d'abord comme émissaires. Il y avait des Bifor, Bisselele et tout. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que Kagame est sur la média. C'était juste ça. Mais un État, c'est la diplomatie. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas parce que sur la bien à Pamela, que ceux qui ont eu autorité, le homme qui ne sont pas non. Parce que là, je représente maintenant 100 millions de personnes. Et l'État, dans la tradition même, qu'il faut respecter des équilibres qu'il faut respecter. Quand je ne fais pas ça, tu dis, comment on a une blague? Kagame qui représente l'État rwandais et il va vous prendre pour des petits-enfants. Et il veut prendre pour des petits-enfants et puis il vous malmène jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui. C'est ce qu'on lui reproche vraiment. On lui reproche vraiment ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Seth Kikouni. Je vais laisser à Sandra pour la dernière question et elle va conclure. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Merci, Pamchas, la défenseuse des faibles. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Monsieur le Président, probablement, peut-être, Monsieur le futur président de la République démocratique du Congo, Monsieur Seth Kikouni, déjà président de son parti politique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, sincèrement, merci. Mais seulement, je note qu'il y a beaucoup de réactions. Il y a en tout cas beaucoup de réactions. Les gens veulent vous connaître, les gens veulent vous découvrir et tout ça. Est-ce que ça sera possible que vous reveniez peut-être pour d'autres échanges? Mais là, ça sera un peu plus sur ce que vous faites. Vous avez parlé de vos différents business et tout. Est-ce que ça sera possible de revenir sur ça? Aussi, au fond, les brèches est belé. Les brèches sont dangereuses. Surtout les Kambouyaba, Niamouleng, Congolais et tout ça. N'a dit que tu là, la tête, Nicolo, Mibale, bon, tout ça échange. Avec notre invité, on aura beaucoup de messages sur les Kamwana. Est-ce que ça sera possible que vous puissiez revenir l'un de ces quatre pour qu'on parle de tout ça? Mais pour aujourd'hui, bon. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Si oui, quel serait ce mot de la fin? Bon, je vais revenir. Seulement, il faut déterminer Bolin Toloba Nini, Toloba entrepreneuriat, Toloba politique, Toloba parti politique, Nanga et projet et tout. Ça, c'est à vous de déterminer. Surtout votre parti politique. Il y a trop de questions sur votre parti politique. Voilà. Pour vous aider aussi à la confusion, pour nous permettre d'avoir un débat beaucoup plus sain sur Moulengo. Je vous explique simplement un principe. Tous les conflits du monde, la plupart du moins, sont causés par ce que nous appelons l'essentialisation. L'essentialisation veut dire quoi? Cela veut dire que prendre tous les problèmes, même si c'est complexe, et le réduire à une seule dimension. Cela veut dire que l'Ikamboko ou la Congolais n'y ont solelo. Au moins, on a dit que lobby oté, ça il Ikambo pour avoir tout. Pourtant, c'est un problème en général. Ça, c'est l'essentialisation. L'essentialisation, c'est vraiment la famille. Toza n'a pas d'identité belée. Un être humain a toujours plusieurs identités. Bino se besoin n'a pas d'identité belée. Est-ce que je peux vous voir? C'est bizarre quand je me parle à moi-même comme ça. J'aime voir 4 écrans. Ok, donc, pour bien capturer ce que vous êtes en train de dire, nous sommes là. Voilà. Nous avons tous plusieurs identités. C'est Kikouni tel qu'il est là. Il est père de famille, c'est une identité. Pour mes enfants, je suis papa.
Pour mon épouse, je suis le mari. Pour mes parents, je suis un enfant. Pour mes nièces, je suis un oncle. J'ai plusieurs identités et je gère très bien toutes ces identités. Ma façon de me comporter envers mes enfants, ma façon de me comporter envers ma mère, ma façon de me comporter envers mes nièces, ils en ont bandé nango. Mais ce qui yo na bilo nyonso nazo sala, ozo réduire na kaka na identité moko pour dire que ozo sala bongo pour oncle, ozo sala bongo pour oncle, tu vas créer des conflits. Parce qu'il y aura toujours un moment où l'identité na ya oncle wana et vous correspondre à ba identité mosusu. Alors on a conflit à est tout ça le problème wana. Nous avons un groupe de gens il y a Rwandais na banini qui réduisent tout na Tutsi pour dire qu'il y a un génocide. Tout ce que nous faisons là, c'est pour tuer les Tutsis. Vous comprenez ce discours-là, n'est-ce pas? Tout ce que nous on fait, tout ce qu'on dit, c'est pour massacrer les Tutsis. Maintenant, sur la question des identités, il existe ce qu'on appelle deux formes d'identité. L'identité objective et l'identité subjective. L'identité objective, c'est ce que vous héritez de vos parents. Vous ne le choisissez pas. Si ton père était du Katanga, azalaki Rund, yo botami automatiquement aux alliés Rund. Tu ne choisis pas. Il te donne même le nom de Rund. Quand tu auras 18 ans, tu peux exprimer ton identité subjective. Sur botama ndeki na Kinshasa, sur botama na Lubumbashi te. Ogolo baki, moi Sandra, je me sens beaucoup plus quinois que Louchois. Ça, c'est l'identité subjective. À côté de ces deux identités, nous avons ce qu'on appelle l'identité supérieure et l'identité inférieure. L'identité inférieure, ça ressemble un peu à l'identité objective. C'est ce que nos parents nous donnent à travers les tribus aussi. Cela veut dire que l'État reconnaît ça, il reconnaît que nous avons des tribus, il y a des Swahili, il y a des Katangais, il y a des ceci. L'identité supérieure, c'est ce que l'État donne. C'est ce qu'on appelle Congolais. Alors, nous avons trois scénarios. Premier scénario, Moutou a s'accroché à l'identité inférieure. Alobinga naza touti a rejeté l'identité congolais, il y a conflit. L'État n'accepte pas ça. Ceux qui ont accepté l'identité inférieure, le binaza touti, on dit même que causa congolais, là il y a assimilation, il y a harmonie. L'État s'appelle Ranango. Et là, tout ça peut rejeter. Moi, je suis simplement congolais. L'État adore aussi ça. Mais aussi longtemps qu'on aura des gens, justement, voilà, s'accrocher à l'identité parce que ça leur permet de survivre. L'État n'a pas à réagir. Maintenant, le problème est que notre État n'arrive toujours pas à construire cette identité supérieure-là, pour imposer la bâtonnière. Donc, si vous réfléchissez en termes d'identité, de façon générale, de façon théorique, vous comprendrez bien, le débat est beaucoup plus profond. Ça ne se limite pas à faire des t-shirts, nous soutenons les FARDC. Ça ne se limite pas à mettre des bérets. Le problème, nous devons le vider d'abord sur le plan théorique. Il faut tout sur le langue pour donc que tout le monde comprenne que, voilà, tous les Congolais, tous les Tutsis, tous les Roux, tous les Nini. Que tout le monde, on doit être d'abord d'accord sur ça. Une fois que le politique arrive à vider cette question-là, le reste, on n'aura même pas besoin de nous battre. Parce que cette communauté-là dira qu'en tout cas, nous, on respecte l'État, parce que nous, on vit ici. On n'a même pas besoin de vous battre. On se bat parce qu'ils ont le soutien de ces gens. De la masse. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kikouni. C'est vrai que soutenir les FARDC, ça ne se limite pas justement à avoir, à lancer des pics à certaines personnes, à critiquer les scientifiques notamment. Il faudrait peut-être les approcher. C'est une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et on espère en tout cas qu'on vous recevra très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui ont commenté et on se donne rendez-vous dimanche à la même heure, même plateforme. Cette fois, ça sera avec un invité. Ça sera justement avec Jean Goubal et avec lui, on va encore parler de la RDC. Merci beaucoup. Merci, Maman Pamcha, sa défenseuse des faibles. Monsieur Alain Kiouka qui a dit qu'il était le petit journaliste de Antenna. Merci beaucoup et salutations. Monsieur Seth, je découvre, j'ai découvert beaucoup de choses de Monsieur Seth Kikouni. Bravo, chapeau. Chapeau. Et je salue merci beaucoup, Monsieur Alain. Je salue particulièrement Madame la Katangaise. Je la salue. Laurel Capouise. Absolument. Je la salue. Je la salue. Et... Vous savez qu'elle a été Miss, non? Oui, Miss. En 2012. Bien sûr. On vous a dit que chez nous, la beauté, c'est naturel, c'est normal. Tout à fait. Rien d'étonnant, hein? Rien d'étonnant. Donc, ça ne nous étonne pas du tout. Donc, nous la saluons très
Affectueusement. Peut-être qu'on regrette qu'elle n'a pas pu être Miss Mondiale, mais sinon, ce n'est pas étonnant. On va vous accorder la sécession comme ça, vous gagnez qui non. On va assumer. Si vous nous l'accordez, on va assumer. Voilà. Merci beaucoup et au revoir. Monsieur Seth, si Merci vous avez beaucoup. Oui. une petite vidéo de tout ce que vous êtes en train de faire de votre business, nous serons très contents d'avoir ces petites vidéos. Comme ça, nous allons commencer à faire la publicité pour vous, si vous en avez en tout cas. Bon, je vais essayer de faire ça, mais j'aime pas faire la publicité de mes affaires. Non, nous allons faire la promotion de ce que vous êtes en train de faire, de votre business. Oui, donc de la marque peut-être, oui. J'aime pas m'afficher dans mes affaires parce que j'aime que les gens consomment mes produits, pas qu'ils consomment mes produits à cause de moi. Il y a plusieurs produits consommés à Kinshasa. On ne demande pas à ce que vous soyez dans ces éléments-là, on demande seulement des éléments de votre business. Non, vous n'êtes pas obligé d'être dans ces éléments-là. Vous nous parlez seulement de ce que vous êtes. Ça sera seulement de vos activités. Voilà, les gens peuvent trouver ces aliments, je ne sais pas, tout ce que vous êtes en train de faire. Ok, pas de problème. Ça, je pourrais le faire. Merci beaucoup. Merci d'avance. Bonne conférence avec vous, monsieur Seth Kikouni. Voilà, c'est le dernier commentaire de monsieur Eddie Cachot. Ok. Il est à Kinshasa ou il est à l'étranger? Non, il est en Belgique. Ah, ok. Décidément, vous avez beaucoup de succès dans la diaspora. Hein? Oui. Dans la diaspora, j'ai du mal à me promener quand même. On me connaît trop là-bas. Bien, mais ils comprennent justement ce que j'essaie d'expliquer. Parce que quand tu viens à Kinshasa, tu normalises certaines choses. Hein. Mais vous êtes là, on a fait le live, la monnaie pourrait pas monter. Vous voyez, ça, on banalise ça à Kinshasa. Mais ne pas avoir de courant, c'est quand même une situation terrible, en fait. Quelqu'un de la diaspora, avant Discord, tu te poses la question, quels sont les transformateurs et les câbles qu'on utilise là-bas qu'on ne peut pas acheter ici? Ça révolte. Donc, quand tu dis ça, un qui ne comprend peut-être pas, mais quelqu'un de la diaspora comprend exactement ce que tu dis. Que tu n'es pas contre le régime, mais tu réclames ce qui est normal. Il y a des choses, la 21e siècle, de faire de la normale pour la business. Ah, bah, ça là, tu 3 chaussettes. Courant et qui était même à l'île à ma casse. Ouais, les guerres n'a réussi. Pas bon, ça n'a réussi, par exemple, le gaz. Voilà, au revoir et merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.